Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Isabelle Nadolny. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors on va pouvoir parler de ton livre Les Histoires du Tarot qui est sorti le 12 novembre. Tu avais déjà écrit un premier ouvrage il y a plusieurs années qui s'appelle L'Histoire du Tarot où tu remettais en question les hypothèses qui avaient été faites sur l'origine à la fois géographique et l'origine temporelle du tarot. Et aujourd'hui, c'est un livre davantage lié un petit peu au symbolisme, à différentes histoires, comme l'indique le titre du livre. Quelle est la genèse de ce livre ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ? Ça fait plusieurs années que j'avais envie de le faire. La genèse, c'est d'une part le premier livre, Histoire du tarot, où j'ai évoqué l'histoire du tarot de Marseille dans le cadre de l'histoire des jeux de cartes et de la divination. Quand est-ce que ce jeu a pu apparaître ? Quand est-ce que... comment il est apparu ? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Et j'avais fini le livre Histoire du tarot par un chapitre sur l'histoire de ce qu'on appelle les arcanes du tarot, le diable, la papesse, le battleur, mais j'avais fait qu'une page par carte et j'étais très frustrée de ça, parce que je commençais déjà à réunir beaucoup de documents sur ces différentes figures, et je me disais, mais il y a de quoi faire quelque chose de merveilleux. Et en plus, juste après avoir fini Histoire du tarot, j'ai poursuivi ma formation après une école de théâtre pour devenir conteuse. Et en lisant des récits anciens, des contes, j'en ai trouvé plein qui parlent de diables, d'ermites, de fous, de battleurs. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose avec ça, c'est trop beau. Et donc j'ai poursuivi mes recherches sur l'histoire de chaque arcane du tarot. Et j'ai voulu m'offrir le plaisir de raconter des belles histoires à propos de ces arcanes, en constatant d'ailleurs que certains contes anciens vont éclairer davantage les cartes et leur signification. Donc les personnages prennent vie et ça donne du coup pour le nouveau livre un ensemble que j'aime beaucoup parce que pour chaque arcane on aura un chapitre. Dans chaque chapitre, il y a pour commencer le chapitre un texte d'introduction, parce que j'ai eu à cœur aussi dans chaque chapitre de mettre des textes. Parce qu'on parle beaucoup de l'iconographie du tarot, on aime bien comparer le tarot avec certaines œuvres d'art, de dire voilà, là il tient un bâton, là il tient une lanterne, enfin j'en parle aussi d'ailleurs. Mais je me suis demandé aussi, mais quels textes ont pu inspirer ces œuvres et par extension des cartes de tarot, est-ce qu'il n'y a pas des textes qui existent, qui en parlent ? Et évidemment, je pensais au jugement, c'est bien connu que ça vient de l'Apocalypse de Saint Jean, le jugement dernier, et aussi des épîtres. Et je me suis dit, est-ce que pour les autres cartes, il n'y a pas aussi des textes qui ont pu les inspirer ? Et donc, je vais reparler de ça dans quelques minutes, mais pour revenir sur chaque chapitre, donc il y a un texte d'introduction qui, soit ça peut être un texte qui a pu directement inspirer la carte, comme le jugement, l'Apocalypse, soit un texte ancien qui peut bien évoquer ce que la carte porte et qui va introduire le chapitre de manière agréable et significative. Je sais que pour la Lune, par exemple, j'ai mis un hymne magique de l'Antiquité, une invocation à la Lune. Dès le début du chapitre. Dès le début du chapitre. Et on est prévenu seulement à la fin que c'est une invocation pour l'avoir lu. C'est une invocation pour faire du mal à quelqu'un en plus. Et j'avais mis ce texte pour montrer que dès l'origine, la Lune est associée au chien
et à l'eau et à la nuit. Et puis bon, avec ce côté maléfique. Donc là, évidemment, c'est pas ce texte qui a pu inspirer la carte, mais en tout cas, il y a déjà des liens avec ce qu'on voit sur la carte. Et après, donc il y a le texte principal du chapitre qui va évoquer l'histoire de la carte de tarot, de ce qu'on trouve dessus, de l'évolution euh, de l'arcane en question, parce que par exemple, pour revenir à la lune, contrairement à l'impératrice qui bouge pas beaucoup avec une femme sur un trône et puis un aigle, un bouclier, un écuyer, un, un bouclier, oui c'est ça. Voilà, une sorte de blason. La lune par exemple, ou le soleil, dans l'histoire du tarot, les cartes bougent beaucoup. On peut trouver une fileuse, on peut trouver les petits-enfants avec le mur, on peut trouver une scène avec Alexandre et Diogène dans son tonneau. Enfin, rien que pour le soleil, ça évolue beaucoup. Le monde aussi, c'est pareil. Donc, dans chaque chapitre, j'évoque ça, l'évolution dans le tarot, enfin des figures quand elles évoluent. Je parle de leur histoire. Et par exemple, le diable, même s'il ne bouge pas beaucoup dans le tarot, il y avait tellement de choses à dire sur le diable, d'où il vient, qu'est-ce que ça veut dire le mot diable. Je développe aussi beaucoup l'étymologie des mots et j'ai pris grand plaisir à faire ça. Le diable, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, et puis dans l'histoire, quand est-ce que le diable est apparu. Et là, c'est pareil, j'ai mis des textes bibliques parce que le diable, c'est vraiment une allégorie, un symbole ou un personnage, si on y croit, qui vient vraiment du christianisme. C'est pas antérieur, il y avait des démons dans l'Orient ancien, mais le diable, c'est vraiment une invention des chrétiens, avec ses cornes, avec ses ailes de chauve-souris, par exemple, etc. Donc je développe tout ça. Et j'ai vraiment fait la petite fille en plus, enfin, genre, c'est quoi un démon, c'est quoi un ange, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Et rien qu'aller au cœur des choses, je me suis régalée. Ou le pape, pourquoi on l'appelle papa, d'où ça vient un pape, pourquoi il est si important dans l'église. Donc j'ai fait vraiment un peu de la recherche aussi, un peu primitive, mais j'ai adoré le faire. Et puis pour finir, en plus, c'est long parce qu'il y a beaucoup de choses dans chaque chapitre, avec des textes qui illustrent à chaque fois quand j'en ai trouvé d'intéressant ce que je raconte. Et à la fin, je fais évoluer l'histoire de l'arcane, enfin du personnage qu'il y a dessus, dans l'univers des mythes, contes et légendes. Et par exemple, l'ermite, j'ai trouvé des tas de belles histoires anciennes, de contes anciens, spirituels, où des ermites tentent de trouver, tant bien que mal, la sagesse, sont tentés par le diable, ou même par leur propre barbe. Et j'adore, parce que ça nous fait des leçons de vie aujourd'hui très intéressantes. Et j'évoque aussi parfois dans l'univers de la mythologie, parce que par exemple, pour le soleil, la lune, je peux parler de Diane pour la lune, par exemple, d'Hécate, parce qu'on voit représenter Diane sur certaines cartes. Donc voilà, et le chapitre se termine par un conte ancien qui va illustrer la carte. Souvent, j'ai voulu choisir des contes en lien avec, si c'est possible, le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, qui est un peu l'univers dans lequel le tarot est apparu. Et j'ai eu plaisir du coup à faire renaître des contes oubliés. J'ai pas eu envie de mettre Blanche-Neige ou je sais pas quoi, parce que tout le monde les connaît, et de toute façon c'est pas le propos. Et c'est aussi parce que j'ai trouvé plein d'histoires avec des ermites, des diables, etc. Donc j'ai voulu trouver des contes un peu qui répondent un peu au même univers. Et j'ai mis un QR code qu'on pourra flasher avec le téléphone pour me voir compter le conte en direct, enfin en vidéo. Ces 22 vidéos m'ont demandé beaucoup de travail. J'en ai fait ça en studio avec des professionnels. J'ai fait ça avec mon coach artistique, Peter Tournier. Et ça donne un ensemble dont je suis plutôt contente, qui m'a demandé beaucoup de travail aussi. Et donc voilà tout ce que renfermera un chapitre dans les histoires du tarot. Il y a 22 chapitres comme ça pour les 22 arcanes. Et sans compter les illustrations avec l'évolution des cartes de tarot, du plus ancien au tarot dit de Marseille, et puis des œuvres d'art en lien qui peuvent expliquer les images, etc. Je crois que j'ai rien oublié. Ça a l'air complet. Et justement, tu parles du pape, du diable, que tu as relié avec la Bible. C'est vrai que ça fait partie des archétypes qui sont assez évidents pour faire des liens comme ça avec le christianisme. Et justement, dans ton livre, c'est assez présent, ça, le lien avec tout ce qui est culture chrétienne. Ça, c'est
venu de fil en aiguille, tu t'es dit que tu allais aller dans cette direction, ou est-ce que dès le départ, tu avais choisi ce prisme, ou comment ça s'est fait ton travail de sélection des textes, justement? Je mets jamais de prisme au départ parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de s'égarer. Et je trouve que beaucoup trop d'auteurs font ça, des gens qui parlent du tarot, mais qui se font une idée dessus en trouvant quelque chose qui a l'air de coller, et qui vont après s'arrêter sur cette idée et dire non, le tarot il vient absolument de ça, le tarot il vient absolument de ça, entre certains qui disent que ça vient de l'Égypte, bon ça commence à baisser comme mythe heureusement, mais ou des traditions orphiques ou des néoplatoniciens. C'est pas parce que il y a un symbole ou une image sur les cartes qui va faire référence à tel univers que forcément tout le tarot vient de cet univers. Donc je mets jamais de prisme. J'ai simplement pris les cartes, comme pour le premier livre d'ailleurs, j'ai pris le jeu de cartes, et comme une petite fille, mais d'où il vient ce jeu? Et pour chaque carte j'ai fait pareil, mais d'où il vient le pape? Et donc forcément le pape vient du christianisme, mais par contre quand je me suis retrouvée devant le chariot, je me disais, bon sang, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette figure de jeune homme brillant avec son char là et les deux chevaux? Il y a eu des cartes plus difficiles que d'autres, mais à chaque fois je ne prenais pas d'a priori. C'est pas parce que le pape vient du monde chrétien que le chariot vient forcément du monde chrétien. J'ai voulu à chaque fois repartir à zéro. Oui, et puis le pape vient du monde chrétien en tant que... Ça, c'est vrai que c'est le décor, mais c'est vrai que si on pense en termes d'archétype, on peut se dire que c'est le guide spirituel, et à ce moment-là, on peut aller encore plus loin. Il y a ça. Ce que j'ai trouvé en cherchant, c'est plutôt l'ermite qui est le guide spirituel. C'est marrant, j'étais un peu étonnée. Enfin, oui et non. En même temps, un ermite, forcément, c'est celui qui peut être porteur d'une sagesse. Mais dans les textes que j'ai retrouvés, c'est plutôt l'ermite qui est le guide spirituel. Le pape, c'est le chef de l'église catholique romaine. C'est la figure du prêtre. Et ça m'a permis d'ailleurs de faire la différence entre un prêtre et un moine. L'ermite, il est rattaché au monde des moines, sont les gens qui s'isolent pour trouver Dieu dans leur cœur, dans la solitude et dans la macération. Dans la contemplation. Dans la contemplation. Le prêtre, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Ouais. Et c'était... les anglo-saxons l'ont appelé le hiérophante après... pour le tarot de Rider-Waite, et les occultistes aussi, certains occultistes, et le hiérophante, c'était déjà un prêtre qui officiait si je me souviens bien, dans les cultes à mystère romains. Faudrait que je vérifie ça, mais c'était déjà un officiant religieux. Il y a l'idée de cérémonie religieuse, il y a l'idée de... Voilà, c'est pas la même chose que l'ermite. Non, c'est pas la même chose, mais c'est une forme de validité du pouvoir spirituel officiel, voilà, on va dire. C'est un pouvoir spirituel officiel, tu as tout à fait raison. Voilà, je retrouve, le hiérophante, c'était celui qui présidait au mystère d'Éleusis dans la Grèce antique et qui instruisait les initiés. Donc il y a l'idée en plus que le pape est celui qui instruit. Avec, pour le christianisme, et là on le retrouve dans le tarot, les clés, il a les clés du royaume des cieux. Et comme disait l'évangile, comme dit la Bible, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça lui donne un pouvoir assez énorme ça par exemple, c'est le texte que j'ai mis pour commencer le chapitre sur le pape, et c'est simplement l'évangile, mais c'est intéressant. Et je mets pas ça parce que je serais chrétienne ou pas, c'est simplement que ça me paraît pertinent pour expliquer complètement la figure du pape. Oui, ça correspond en tout cas au décor qu'on a, par exemple dans le tarot de Marseille aujourd'hui, même si c'est vrai qu'en cherchant, on peut trouver des iconographies, par exemple avec, je pense à des sortes de... Alors, je sais pas si c'est des sortes de moines bouddhistes ou équivalents du Dalai Lama, avec des représentations de disciples aussi. On retrouve ce genre de figure qui fait vraiment penser au pape. Et ça, c'est en tant qu'archétype, on va dire, c'est au-delà du décor. Mais... C'est la figure du pouvoir spirituel. C'est ça, qu'on retrouve finalement dans toutes les traditions. C'est vraiment quelque chose un peu d'universel, ça. Oui, le prêtre, celui qui dirige le temple et qui est en lien dans le tarot, en tout cas, ou opposé parfois, dans l'histoire aussi, avec l'empereur qui est le représentant de la figure temporelle, le pouvoir temporel. Et c'est pareil, j'ai adoré chercher, alors c'est quoi un empereur? D'où ça vient un empereur? Et j'ai vu que
ça vient de imperium en latin, et l'imperium, c'est le plus haut pouvoir qui existe, la plus grande puissance qui existe, qui était détenue par Jupiter, le roi des dieux, et qui le délègue après à l'empereur de l'Empire romain. Sous la République romaine, c'était un pouvoir détenu par les consuls, mais de manière limitée dans le temps et dans l'espace. Un peu comme notre République actuelle, où quelqu'un, s'il reçoit un pouvoir, c'est limité dans le temps et dans l'espace, ça lui évite de déborder. Et l'empereur, par contre, reçoit ce pouvoir illimité et à vie, ce qui lui donne un pouvoir phénoménal. Et pour les Romains, et après pour Charlemagne, le premier empereur d'Occident au Moyen-Âge, qui va se dire héritier de ce pouvoir, ça lui donne un pouvoir phénoménal. D'ailleurs, le titre d'empereur a fait fantasmer bien des tyrans. Mais c'est intéressant, voilà. Moi, je trouve que pour expliquer la carte, se dire que c'est le représentant du plus haut pouvoir en ce monde, c'est assez gigantesque, hein, l'idée d'un empire, en fait. Et aussi de son opposition avec le pape. Et à l'époque où le tarot est apparu, les empereurs et les papes se déchiraient pas mal, avec l'idée que le pape va dire à l'empereur « mais c'est moi qui t'ai donné ta couronne ». Charlemagne a été couronné par le pape en l'an 800, donc quelque part le pape va prétendre l'emporter sur l'empereur. D'ailleurs dans le tarot il est en 5e position, il est après lui, il est plus fort. Et il lui tourne le dos. Ça je me souviens plus. Parce dans le tarot de Marseille. Ah ok. Il regarde l'impératrice, il tourne le dos. Ça peut être révélateur ça, qu'il se tourne le dos. Donc il y a une rivalité de pouvoir. Ouais. Par exemple. Enfin voilà, des choses que j'ai Très intéressant. Et en t'écoutant, j'ai l'impression que, en fait, en faisant tes recherches, finalement, il y a une sorte de rythme interne à chaque arcane et que les cartes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin voilà, il y a des grandes significations par rapport aux cartes, même si rien n'est figé dans le tarot. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que les cartes qui bougent, qui ont une tendance à bouger quand on fait des tirages, je pense à la Maison Dieu, etc., Roue de Fortune, et leur histoire a bougé, et les cartes plus posées, on va dire, comme l'impératrice ou l'empereur, j'ai l'impression que dans leur histoire interne, elles ont été plus faciles à tisser pour toi, parce que quelque chose de plus transparent, de plus évident. Alors c'est peut-être une interprétation de ma part, mais est-ce que toi tu l'as ressenti comme ça en faisant le travail ou pas, ou ça dépend? Ça dépend des cartes, vraiment. Parce que l'impératrice, oui, il y a quelque chose de figé aussi, c'est la femme de l'empereur. Mais après, je me suis dit, c'est pas évident, d'accord, c'est la femme de l'empereur, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je me disais, ouais, j'ai quand même 15 pages à faire sur elle, qu'est-ce que je vais raconter, moi? C'est la femme de l'empereur, et après. Et donc là, j'ai dû quand même pousser un peu, j'ai dû faire des recherches. Bon, après, je me suis un peu repliée, si je puis dire, sur l'histoire des femmes en Occident. D'ailleurs, j'ai lu des belles choses sur les femmes à l'époque où le tarot est apparu, sur leur pouvoir ambigu, sur l'image qu'on avait de la femme à cette époque, sur les figures féminines après de pouvoir. Est-ce qu'il y en avait? Il y avait une figure d'impératrice à l'époque où le tarot est apparu, c'était Barbara de Chile, j'arrive jamais à dire son nom, de Chili, qui était une femme considérée comme une véritable Messaline parce qu'elle connaissait, paraît-il, la magie, elle s'intéressait à l'alchimie, elle était savante, elle était donc on l'avait décrite comme une femme luxurieuse et pervertie. Sous-entendu, en fait, elle parlait plusieurs langues, elle avait une éducation exceptionnelle pour son époque, elle avait un grand intérêt pour la politique, la diplomatie, et donc on disait d'elle qu'elle était pervertie et luxurieuse, avec l'idée qu'une femme, elle ne doit pas trop posséder de pouvoir. Et d'ailleurs, quand je lisais sur le pouvoir impérial des femmes, les impératrices de l'histoire, elles n'ont pas de pouvoir, c'est pas elles qui gouvernent, elles ne détiennent un pouvoir que parce qu'elles ont épousé un empereur. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je me disais d'ailleurs comment interpréter cette carte de tarot alors si on considère son sens historique, c'est-à-dire c'est qu'une femme sans pouvoir, contrairement peut-être à la papesse qui elle a acquis ce pouvoir par sa propre volonté. Si on suit l'histoire de la papesse Jeanne, elle a acquis cette tiare, cette couronne par son savoir, sa volonté et son désir d'acquérir un savoir qu'on n'a pas voulu lui donner et qu'elle a su prendre.
Alors que l'impératrice, on lui a donné cette couronne, et dans l'histoire des impératrices, ce qu'on sait le plus, c'est que tout ce qu'on leur demande, c'est d'être belle, de briller et de faire des enfants. Et en même temps, il y a eu beaucoup je pense, d'impératrices et de reines qui ont été un peu en amont, en arrière-plan, comme des régentes, Oui. derrière, en stratège. Je pense à Yolande d'Aragon, par exemple, qui a été très importante. Et je pense que finalement, leur rôle, il était important, mais il n'est pas resté dans l'histoire. Mais il est là dans l'ombre. Ça dépend des femmes. Ça dépend. Ça dépend. Dans mon livre sur la couverture, il y a une illustration, j'ai mis en entier dans le livre une très belle illustration avec le Frédéric III et sa future épouse Éléonore de Portugal. C'est pareil, c'est l'empereur et l'impératrice qui régnaient. C'était juste avant ou après Sigismond, je sais plus. À l'époque où le tarot est apparu. Et elle est belle, elle est douce, elle est pâle, elle est tellement mignonne. Puis en fait, elle a donné plein d'enfants à son mari et puis tout le monde l'a oubliée. Donc je pense pas qu'elle ait eu un grand pouvoir politique. Un peu, c'est comme la reine, l'épouse de Louis XIV. Oui, non, c'est sûr qu'il y a eu des impératrices qui sont plus ressorties que d'autres. Voilà, mais il y en a eu qui ont eu un pouvoir, oui. Comme les rois, finalement aussi, il y en a qu'on a complètement oubliés, même s'ils avaient le pouvoir officiel. Et tu parles de la papesse qui a acquis son pouvoir par elle-même. Et c'est intéressant justement quand tu parles de la papesse Jeanne, parce que tu dis à un moment qu'elle a aussi demandé à avoir le titre de pape aussi pour être reconnue. Elle l'a pas demandé, on l'a élu pape. On l'a élu. Selon la chronique, la légende, parce qu'en fait, au Moyen-Âge, tout le monde croyait qu'elle avait existé, mais elle n'a jamais existé. Mais elle est sans doute apparue dans le tarot parce que les gens étaient sûrs qu'elle était vraie. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que nous, on va se dire aujourd'hui, oui, c'est une allégorie, la papesse, elle n'a pas existé, c'est une allégorie de la foi, ou de l'Église, ou de la doctrine, ou... elle est intéressante cette carte aussi parce que c'est difficile de se dire bon alors c'est quoi, c'est vraiment la papesse Jeanne ou c'est autre chose. Il y a un côté mystérieux dans la papesse. Ouais. Et en même temps moi je pense que quand j'ai écrit mon premier livre je pensais que c'était plutôt une allégorie de la foi ou de l'Église. Après ça je me suis dit ok, la papesse après tout sur la carte elle est bien intitulée la papesse, alors pourquoi elle serait autre chose que la papesse? Dans ces cas-là, si c'est la papesse Jeanne, c'est la seule papesse qui était connue, elle n'a pas existé, mais bon, qui était quand même citée dans l'histoire. C'est une femme savante, brillante, qui a réussi à s'élever au trône de pape uniquement par sa volonté et la puissance de son esprit. Je me dis, mais en tant qu'allégorie, même dans le tarot, c'est beaucoup plus intéressant de considérer ça, la femme spirituelle, qu'une simple allégorie de l'Église ou de la foi. Et de se dire, voilà, donc la papesse, c'est une femme spirituelle. Et après, du coup, j'ai un peu développé sur les femmes spirituelles qu'on connaissait au Moyen-Âge. Hildegarde de Bingen, par exemple, c'est la plus célèbre. C'est quand même des femmes extraordinaires. Et j'ai développé sur ce type de femmes. Et après, du coup, dans la partie mythes, contes et légendes, j'ai développé sur quoi? Eh ben, sur les femmes qui savent, qui sont savantes, qui sont spirituelles, mais qu'on ne... Il y avait d'abord les sibylles, qu'on considérait beaucoup à l'époque où le tarot est apparu, des sortes de prophétesses chrétiennes qui, d'ailleurs, on les représentait toujours avec un livre qui pouvait symboliser leur savoir et qui avait une connaissance mais prophétique. Et après, j'ai développé sur parce que quand j'ai étudié sur les sibylles, petit à petit, elles revêtissent un caractère souterrain, chtonien. Il y a des descriptions de sibylles dans des grottes qui peuvent ouvrir à des royaumes fabuleux et elles deviennent un peu des enchanteresses, un peu maléfiques. Et du coup, après, j'ai développé sur la sorcière. C'est-à-dire les femmes qui savent, en fait, elles ne sont jamais bien vues, ou très rarement bien vues. Même la papesse Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Elle finit sa vie misérablement en se faisant engrosser par un amant et en accouchant sur la place publique, ce qui est très humiliant comme mort, et elle meurt là, lapidée par la foule. Et la sorcière, qu'est-ce qui se passe? Elle se laisse aussi submerger par sa sexualité, en forniquant avec le diable ou en s'enduisant de graisse et en chevauchant des balais, et elle va terminer brûlée sur un bûcher. Et c'est intéressant de voir cette figure féminine à la fois savante, autonome, et en même temps qui est vouée aux gémonies par les hommes de l'époque,
Et d'ailleurs, j'ai mis dans mon livre une enluminure que j'avais trouvée très belle, qui représentait Esculape et Circé, avec d'une part Esculape qui est le médecin académique, le médecin grec qui va regarder les urines d'un patient, et Circé qui traîne dans l'herbe, dans le jardin, en essayant d'embrocher des crapauds. Mm. Et ça donne deux visions de la médecine, deux visions du savoir qui a poursuivi, qui nous a poursuivis pendant combien de temps? Jusqu'à aujourd'hui, peut-être, avec l'académie et d'un autre côté, les trucs de bonne femme qu'on regarde du bout des lèvres avec beaucoup de mépris. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant à développer un peu tout ça pour chaque figure du tarot aussi, c'est-à-dire après, dans le folklore, dans la culture, qu'est-ce que ça devient? Oui, quelque part, tu pars du particulier, du cadre de la carte, Oui. et puis tu prends un fil et tu le tires, et on voit que ça emmène à des dilemmes qui structurent notre humanité, en fait. C'est un peu ça, ouais. Et c'est là où ça rejoint un peu, dans un autre style, toujours l'histoire du tarot, mais d'une autre manière, quoi. Oui, et j'ai trouvé ça passionnant. Après, je ne vais pas affirmer la papesse, c'est la sorcière. Ça, c'est moi qui ai fait un rapprochement en tirant le fil. Je t'ai trouvé la super bonne expression, c'est ça. Voilà, mais par contre, je sais que les gens qui liront le chapitre sur la papesse apprendront un tas de choses sur ces femmes remarquables. Et bon après je développe la tiare, la clé, les allégories possibles, ça peut être une représentation de la foi, ça peut être une représentation de l'église, un peu toutes les théories existant sur la carte, je les développe aussi. Et quand tu dis que la papesse Jeanne, elle n'a pas existé, mais les gens croyaient qu'elle existe au Moyen-Âge, tu veux dire par là qu'il n'y a pas d'archives, de preuves matérielles comme quoi elle a existé ou... Il y a une chronique, disons qu'il y a une chronique, c'est-à-dire en 1255, c'est un dénommé Jean de Mailly qui écrit un petit texte dans une chronique universelle. Et d'ailleurs, l'auteur de ce petit texte a écrit à vérifier, donc lui-même, il n'a pas l'air très sûr. Et après, ce texte a été copié, recopié, il a été développé et fixé dans une chronique des papes et des empereurs qui était très célèbre, et du coup, c'est devenu petit à petit vrai. Donc il y a des sources, mais après, il a été démontré que ces sources, parce que des sources peuvent être fausses. C'est-à-dire, on sait que... quand est-ce qu'elle aurait régné, elle aurait régné en l'an 854. On sait qu'en l'an 854, il n'y a pas eu de femme qui a régné à ce moment-là. D'accord. Mais il y a peut-être eu des femmes qui ont représenté ce symbole de femme de connaissance. Et puis après, de fil en aiguille, ça s'est peut-être, avec le bouche à oreille de l'histoire, matérialisé dans quelque chose de plus remanié, quoi, on va dire. Bon, je sais pas, je pense pas, non. En tout cas, ça fait vivre l'archétype de la femme de connaissance, quoi. Ouais, ça oui. Et ça, c'est important. Et de tout le côté ambigu de cette femme. Et après, on pourrait se dire, c'est bizarre, alors pourquoi l'Église, elle a accepté, si la papesse n'a pas existé, pourquoi elle a accepté cette légende? Et c'est marrant, parce que du coup, je me suis un peu bouffé les textes théologiques là-dessus, et parce que il y a ce dogme un peu, que je trouve un peu arraillé, quoi, qui dit que l'Église est infaillible. On parle de l'infaillibilité pontificale, que l'Église détient la vérité, elle peut pas se tromper. Alors elle s'est trompée avec la papesse Jeanne. Et en fait, les auteurs disent l'Église a pu être abusée, c'est-à-dire l'Église s'en fout tant que c'est un fait. Si quelqu'un va dire il y a une papesse qui a existé, ok, ça a existé, on s'est trompé sur ce fait, mais ça c'est pas un problème. Le problème pour l'Église de l'époque, c'est l'hérésie. C'est le fait, voilà, c'est les dogmes. Là, il faut pas toucher. S'il y a des faits erronés, alors là, au Moyen-Âge, on n'est pas frileux avec la réalité. On peut inventer plein de choses, il n'y a pas de problème pour ça. Peut-être parce que le symbolisme était plus important que le cadre historique, je pense, par rapport à aujourd'hui, je veux dire. Le symbolisme était très important. Le cadre historique aussi, ce qu'il y a, c'est que... Comment dirais-je ? Il croyait par exemple qu'il y avait des pays lointains avec des hommes sans tête qui avaient un visage au milieu de la poitrine, où il y avait des licornes, où il y avait des géants. C'était pas un problème, quoi. Voilà, il y avait des récits, entre guillemets, de ces contrées, et puis voilà. Il croyait, de toute façon, que l'enfer existait et puis qu'on bouillait dans des marmites, après tout. Donc, après, je veux pas réduire la pensée médiévale à des croyances
à des croyances qu'on pourrait trouver un peu puériles aujourd'hui. Pas du tout, parce que c'est une époque magnifique. Mais voilà, enfin, ils n'étaient pas délicats avec la réalité des choses, ils vérifiaient pas, enfin, de toute façon, ils ne pouvaient pas vérifier. Ouais. Et d'ailleurs, on pourrait se questionner aujourd'hui, voilà, on a peut-être tendance à se remettre à croire un peu à tout et n'importe quoi. Et... Ah oui, ou sinon aller dans l'autre sens, c'est-à-dire à croire que... être plutôt dans l'excès inverse, moi je dirais. Enfin, moi, c'est cette sensation-là que j'ai. C'est-à-dire que justement, on enlève tout, on déconstruit en permanence et il reste plus grand-chose, quoi. Enfin, ça, c'est une interprétation personnelle que j'ai. Et tu parlais, et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de l'impératrice et tu disais que tu avais fait un lien avec la magie, etc. Et ça me fait penser que dans certaines lectures, l'impératrice est liée aussi à une forme de magicienne. Et au premier abord, comme ça vient pas forcément. Mais je me demande si c'est pas finalement la femme qui est associée à cette dimension du mystère et de l'invisible. Tu vois, et après ça se développe à la fois dans la papesse, à la fois dans l'impératrice. La lune, c'est une figure associée au féminin aussi et à l'occulte. Et à la magie, c'est vrai. L'impératrice, c'est marrant, mais je l'ai associée quand j'ai voulu faire une petite digression dans l'univers des mythes, contes et légendes. Moi, je l'ai associée à la reine de Saba. C'est-à-dire la femme de pouvoir, là, du coup, parce que si l'impératrice, on va admettre quand même que c'est l'archétype d'une femme qui détient un pouvoir, je trouvais que dans le monde des mythes et légendes, mais la reine de Saba, c'était parfait. C'est-à-dire, elle vient d'égal à égal consulter le roi Salomon et digresser avec lui sur la sagesse, sur la lumière divine, et elle arrive, elle le couvre de présents. Après, il y a tout un univers de contes et de mythes que la conteuse Catherine Zarcat connaît très bien. C'est-à-dire, après, il y a plein de textes qui existent sur les amours de Salomon et de la reine de Saba. Moi, j'ai eu envie de reporter sa rencontre avec Salomon. Et c'est vrai que c'était une reine d'un grand savoir, d'une grande beauté, et aussi qui aurait possédé l'art magique, qui était très puissante. D'ailleurs, dans certaines légendes, on lui a mis des poils sur les jambes. D'ailleurs, c'est un peu triste. Voilà, toujours cette envie de dénigrer quand même les femmes de pouvoir pour peut-être dire qu'elle avait une accointance avec le diable. Ouais. Et j'ai trouvé, du coup je termine, et dans les femmes de pouvoir, dans l'univers des mythes, contes et légendes, j'ai parlé bien entendu de Junon, l'épouse de Jupiter. Ouais, il y a comme cette association, cette association d'idées où la femme, le côté sensuel, il est associé à quelque chose de diabolique, quoi. Il y a toujours ce fil dans l'histoire, pendant très longtemps. Et je te parlais de la lune il y a 2 secondes. Et je pensais au battleur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, le battleur, c'est le premier arcane, celui qui ouvre les 22 arcanes majeurs, en tout cas le premier numéroté. Et ça représente une sorte d'enfant avec une table et des outils sur sa table, des éléments et une baguette. Et toi, tu ouvres ce chapitre avec une représentation d'un battleur et une lune qui est associée au battleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le tarot de Marseille. Mais en fait, en le voyant, je me suis dit, mais oui, c'est évident parce que, comme on disait, la lune, c'est vraiment le symbole de tout ce qui est occulte, de l'invisible, du mystère, voire de la magie. Oui, de la magie. Et finalement, d'entrée, ça parle d'une thématique centrale du tarot qui est tout ce qui est divination, occulte, etc. Comment tu as choisi cette carte ? Est-ce que c'est ce symbole qui t'a attiré ou... En fait, c'est le fait d'associer le battleur à la lune, ça vient d'une série de représentations qu'on a trouvé beaucoup à l'époque où le tarot est apparu, c'est-à-dire on appelait ça les enfants des planètes, c'est-à-dire d'associer aux planètes du zodiaque, ça se dit ça, les planètes du zodiaque, aux planètes dans l'astrologie, les activités humaines. Et en fait, on a associé le battleur, sur la gravure on voit le battleur, mais on voit aussi après des gens qui nagent dans l'eau, des pêcheurs qui vont près de la mer. Et donc, ça peut être des activités diverses, comme ça. Et le battleur, on l'a associé à la lune parce que pourquoi ? Il y a cette idée que la lune est trompeuse, il y a cette idée que la lune donne des illusions, et que le battleur, c'est un fourbe, un trompeur et un magicien, avec tout ce que ça avait comme connotation négative à cette époque-là. C'est pour ça qu'il est un enfant de la lune.
Et j'ai mis la gravure aussi parce que ces enfants de la Lune, ça fait partie des plus anciennes représentations connues de Butler avec les gobelets, la baguette sur la table. J'ai trouvé ça magnifique de rapporter des belles images comme ça et de montrer d'où vient justement l'iconographie du Butler du tarot dit de Marseille. Et j'ai appris avec bonheur que le tour de gobelet, c'est le plus ancien tour de magie connu de l'histoire de la magie et qui existe depuis l'Antiquité. Il y a des textes de l'Antiquité qui parlent déjà ça, d'un fripon qui fait disparaître des petites boules sous des gobelets sur un trépied avec des petits cailloux en fait. Et puis il y a l'association du magicien, du voleur, du fripon. Ouais. Dont on doit se méfier. Et du coup, mon chapitre sur le Butler, je l'ouvre avec ce texte qui montre, qui date de l'Antiquité romaine. Et j'étais fière de trouver ce texte dans un magnifique site internet que je cite dans le livre aussi sur l'histoire de la magie et de la prestidigitation. J'ai trouvé des merveilles sur les Butlers en fouillant dans cette histoire-là. Oui, c'est intéressant. Il y a cette idée, effectivement, négative du trompeur, du fourbe. Et en même temps, dans le tarot, il y a aussi cette idée de... ça ouvre vers l'invisible, quoi. Vers le magique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire des magiciens dans notre civilisation, depuis le XVe siècle où le tarot est apparu, jusqu'au XIXe siècle après, elle a évolué. C'est-à-dire au début, c'était un jongleur de foire qui faisait des tours de passe-passe. D'ailleurs, on l'associait aussi aux prestidigitateurs et puis après aux jongleurs dans les cours. C'est devenu les jongleurs dans les châteaux, c'est devenu des ménestrels. Et après, en fait, ce que je vois, c'est que la vision qu'on a d'eux va évoluer. C'est-à-dire, en plus, on parle dans les textes des magiciens, de Simon le magicien dans la Bible, par exemple, ou d'Apollonios de Tyane, qui était un grand magicien aussi de l'Antiquité, et qui, du côté chrétien, était très mal vu. C'était un peu les suppôts de Satan face à la véritable figure du Christ qui lui seul détient l'art de transformer la réalité en guérissant des gens, par exemple, ou des choses comme ça, ou en marchant sur l'eau. Mais les magiciens, eux, se trompent. Simon le magicien, c'est la figure du magicien qui a voulu acheter à Saint-Pierre le pouvoir de faire des miracles. Et en fait, d'après ce que j'ai retrouvé aussi, d'ailleurs c'est marrant, j'ai envie de le dire au passage, les missionnaires jésuites, quand ils ont commencé à découvrir les tribus amérindiennes, disaient que les chamans amérindiens, ils les appelaient des jongleurs. D'accord, ah oui. Donc il y avait vraiment une assimilation en plus du jongleur et entre guillemets de la véritable magie, c'est-à-dire l'art chamanique, avec tout ce qu'on peut trouver là-dessus. Et donc il y avait encore une assimilation avec les deux. Et au XIXe siècle, en fait, ces grands adversaires du christianisme, Apollonios de Tyane et puis justement le fameux Hermès Trismégiste, etc., vont devenir justement les héritiers de la magie antique telle qu'elle a été perdue et que eux vont conserver. Et c'est là qu'on va assimiler le Butler à Hermès, en fait, dans les écrits occultistes du XIXe siècle. C'est-à-dire que le magicien du tarot, pour eux, va redevenir un véritable magicien, le véritable gardien des forces de la nature, capable de guérir les gens, enfin, si on peut dire ça pour un chaman, ou voilà, donc celui qui détient le pouvoir sur la nature. Oui, c'est ça. Et donc ça donne pour le magicien du tarot une figure assez ambiguë et très intéressante du battleur de foire au magicien puissant capable de jeter des sorts et en positif, en négatif, avec tout ce que ça ouvre sur l'histoire de la magie après. Et c'est pas pour rien que c'est la première carte qui ouvre les 22 arcanes. Ça, je sais pas, c'est difficile à dire parce que selon moi, c'est le fou qui ouvre. Mais en partant des numéros, je veux dire. Mais en partant des numéros, comme le tarot est apparu au XVe siècle, moi je pense qu'il ouvre le tarot avec plutôt au départ sa condition d'escroc, de battleur, de charlatan, de personnage déconsidéré. C'est peut-être pour ça qu'il est la figure la plus basse de tout le tarot. Il y a peut-être l'idée que
selon certains historiens, le tarot débute avec des représentants de la société humaine, et il a été possible que on ait voulu mettre, justement, ça se faisait beaucoup à l'époque, si on voulait représenter la société humaine, on va pouvoir mettre les extrêmes. Donc le plus misérable des gueux, qui sera le fou, parce que le fou dans la société de l'époque, c'était vraiment quelque part un individu à la limite de l'humanité, et le battleur qui est un marginal qui ne fait pas partie de la bonne société, jusqu'au pape et aux empereurs qui sont les représentants les plus élevés de la société humaine. Donc il y a peut-être ça comme théorie. Donc moi je ne pense pas qu'au XVe siècle, le battleur, on ouvrait le tarot avec cette figure étant considérée comme le grand magicien. Ça vient bien après comme interprétation. Mais je trouve que les deux interprétations se valent et qu'elles peuvent être conservées et sont intéressantes. Elles peuvent coexister, on va dire, sur le plan symbolique. Exactement. Et sur le plan historique. Ouais. C'est toujours la question de comment faire en sorte de se faire compléter les versions au lieu de les mettre en opposition. Mais c'est vrai que l'idée que le battleur s'ouvre aussi sur un enfant, quelque part, c'est un clin d'œil aussi. C'est pas un enfant, je pense, c'est un jeune homme. C'est par rapport aux autres figures du tarot, tu vois la différence avec la papesse, tu sens que t'es dans la jeunesse, quoi. Oui, il y a quelque chose. C'est un jeune homme, c'est sûr que c'est pas. C'est ce que je parlais un peu de Merlin après quand je parlais des magiciens de légende, et c'est vrai que ils se ressemblent pas du tout. Non, mais c'est l'archétype. L'archétype est là. Voilà, et c'est aussi l'archétype, j'avais noté, du trickster. C'est-à-dire le héros malicieux, le personnage qui trompe, qui déforme la réalité. Dans les mythes, contes et légendes, après, au 19e, on retrouve un peu des personnages comme ça. Il n'y a pas que Merlin ou les grands magiciens Apollonios de Tyane, il y a aussi après des récits, des contes que j'ai retrouvés avec des personnages qui s'appellent Gonin, qui s'appellent Tabarin, qui s'appellent... comment il s'appelle, Lescaut, et qui étaient, certains sont inspirés de battleurs qui ont vraiment vécu. Lescaut, par exemple, c'était un magicien qui faisait des tours de passe-passe à la cour et qui passait pour être aussi un vrai magicien qui parlait avec le diable, etc. Et j'ai recopié la lettre dans le livre d'un bonhomme qui qui dit l'avoir vu, il prétend pas, il l'a vu. C'est un extrait d'une lettre qu'il écrit à son ami, et puis il raconte que ce Lescaut fait de la divination, fait des tours de cartes, et là il y a d'ailleurs un texte qui parle de l'association de la divination et des cartes. Donc, et on est en 1594. Donc c'est intéressant, ce lien ambigu existe aussi pour le magicien. Totalement, il y a les deux qui coexistent. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense que pour le christianisme, mais pour les religions monothéistes, la magie, c'était quelque chose de négatif. Ah oui. Et donc, comme tu en parles dans ton livre, le battleur a été très vite associé aux démons, à des traités de démonologie, etc. Ouais. À un moment, tu cites ça. Oui, parce que même s'il y avait des moines un peu plus éclairés qui disaient c'est des tours de passe-passe, il y a pas, les gens à l'époque faisaient pas la différence. Si le magicien fait disparaître un lapin dans son chapeau, les gens vont croire que le lapin disparaît vraiment. Mais même après, ceux qui vont dire mais non, il disparaît pas vraiment, le lapin il le cache ailleurs, même ceux qui disent ça, qui croient que c'est vraiment un habile manipulateur, ils vont dire quand même que c'est mauvais de tromper l'esprit des gens. Il y a toujours cette idée de mauvais, que c'est pas bien de tromper les gens. Même en plus pour se distraire, avec un peu l'idée, les gens ont peut-être autre chose à foutre que de regarder un mec faire des tours de passe-passe, ils feraient mieux de vaquer à leurs occupations. Voilà, ou aller à l'église. Voilà, il y a cette idée en plus de faire des choses sans importance, de se laisser abuser par cet imbécile là. Ce sont tous des imbéciles. C'est un peu le battleur de Jérôme Bosch aussi, ce tableau célèbre où on le voit faire ses tours, et puis les imbéciles qui le regardent se font voler leur bourse en même temps. Donc avec l'idée de mise en garde, faites attention quoi. Et l'idée de déformation de la réalité en fait. Oui. En même temps, ils n'avaient pas tout à fait tort, parce que effectivement, c'est connu, le tour des gobelets sert aussi à escroquer les gens. J'étais bluffée une fois dans les rues de Paris, il y en a qui reviennent en faire. J'ai failli le filmer, et puis d'ailleurs le mec voulait pas.
où il disait les tours de gobelet. En fait, on parie sur une boule qu'il met sous un gobelet, puis quand il lève le gobelet, elle n'est plus là. Alors au début, on parie, on gagne un peu d'argent, mais quand les paris s'élèvent, là, on retrouve plus jamais sa boule et on retrouve plus jamais son pognon. Ouais, Donc c'est il y a pire quand que le même, casino. voilà, il y a quand même cette idée d'escroquerie quand même. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans le tarot, c'est qu'il y a tous les degrés de l'archétype, du négatif au positif, du plus puissant au plus anecdotique, et ça, Oui. on le retrouve dans tous les arcanes. Et tu disais que les cartes, c'était le plus ancien jeu divinatoire inventé, c'est ça que tu as dit tout à l'heure? Le tour de gobelet. Ah, le tour de gobelet. C'est le plus ancien tour de magie connu. D'accord. Non, après les cartes, non, c'est les plus anciens. Oh là là, alors là, pour replonger dans l'histoire de la divination, au niveau des jeux, en tout cas, j'avais dit dans le premier livre, on faisait déjà des tours de divination avec les osselets, puis après avec des dés. Ouais, c'est ça. Après, il y avait d'autres choses, mais alors là, je sais plus. Parce Le que- vol des oiseaux et tout ça. Ah oui, il y a toute une panoplie. Oui. Et quand je lisais ce que tu as écrit sur la Maison Dieu, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'arcane 16, c'est une tour enflammée avec deux personnages qui tombent, on va dire, pour schématiser. Alors après, il y a plein d'autres interprétations. Tu parles à un moment d'un jeu divinatoire très populaire au XVe siècle qui s'appelait, je crois, de mémoire, les passe-temps de fortune. Le passe-temps de la fortune. Voilà, gobelet. le passe-temps de la fortune. Et en regardant ça, en lisant ça, je me disais, mais finalement, est-ce que dès leur naissance, les cartes, est-ce qu'elles n'ont pas eu une fonction divinatoire? Parce qu'on voit qu'à chaque fois, l'humain, il a cherché en fait cette fonction, cet usage, avec tout ce qu'il a trouvé pour essayer de comprendre son présent et son futur. Et moi, je pense que même s'il n'y a pas de traces peut-être avérées de ça dans l'histoire, moi, ça me paraît évident que les cartes, elles ont une histoire parallèle, tu vois, un peu officieuse, avec cet usage-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Effectivement, enfin c'est pas évident parce que en effet, quand les cartes sont apparues, puis quand le tarot est apparu, en tout cas pour ce qui est d'avoir des traces de divination avec le tarot en tant que tel, on n'a rien avant le XVIIIe siècle, mais de là à affirmer qu'il n'y avait rien du tout, je reviens un peu sur cette position en effet parce que c'est pas parce qu'il n'y avait rien du tout comme trace ou quasiment rien que ça n'existait pas. Et comme après tout on faisait de la divination avec les dés et les osselets quand ils sont apparus, pourquoi on n'aurait pas fait avec les cartes? En tout cas pour les cartes en tant que telles, j'avais noté que vers 1450, on a une des plus anciennes traces connues de citations connues de divination avec les cartes à jouer, avec lesquelles les joueurs pouvaient lire leur avenir. Après, j'ai noté aussi par rapport au tarot deux, trois choses intéressantes que j'avais pas notées dans mon premier bouquin. C'est-à-dire, je m'étais un peu amusée pour le deuxième livre, même si j'ai un peu laissé tomber cette partie, j'ai pas publié cette partie. J'ai voulu un peu développer le tarot dans les textes littéraires, tout ça par exemple. Et en fait, sur le magnifique site d'Andrea Vitali, le site italien tarothit.com, quelque chose comme ça, il a fait des chapitres magnifiques sur le tarot dans la littérature, des textes anciens. Et j'avais trouvé un texte rigolo, par exemple, où en 1521, un dénommé Pierre Larétin écrit un poème satirique où en fait les cardinaux n'arrivent pas à élire le pape. Genre ils sont tellement tous débauchés et corrompus, en gros. Enfin c'est l'idée, c'est un texte vraiment grinçant. Et ils décident de tirer le pape avec le tarot. Et celui qui tire le pape, c'est lui qui l'est. Donc ça peut être une des premières traces de divination avec le tarot. Et le texte, de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, personne ne tire le pape. C'est un peu satirique, un peu... Ouais. Voilà. Et il y a un autre texte que j'avais noté en 1527 d'un dénommé Merlin Cocaille, Merlin le cuisinier en français, un dialogue des trois âges, ça s'appelle. Et dans ce texte, il y a 4 personnes qui tirent des cartes du jeu des triomphes, comme ça s'appelait à l'époque, et le poète est prié d'écrire un sonnet pour chacune des personnes avec les cartes qu'il a tirées, un sonnet qui va parler de la personne ou de son problème. D'accord. Et voilà, et donner une signification à ces cartes. Et j'ai trouvé ça génial, je me dis, mais voilà, donc ça aussi, ça peut être... Et il y a un autre texte que j'avais trouvé où quelqu'un raconte en 1572 que chaque participant reçoit le nom d'une carte
de tarot et doit dire pourquoi, enfin pourquoi ça lui correspond. Je me dis là, on se croirait dans nos cercles contemporains de développement personnel. Coaching. Voilà. Donc il y a quand même des traces et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, mais c'est plutôt en lien avec le jeu. En même temps, on reste dans la littérature, le jeu, etc. Il y avait d'ailleurs à l'époque, au XVIe siècle, une pratique qui se développait qui s'appelait le tarot approprié, c'est-à-dire l'art de créer des poèmes avec le tarot et de déclamer des beaux textes aux dames, notamment des poèmes dédiés aux dames, en disant voilà, tu es belle comme la lune, enfin, ou je sais pas, comme l'impératrice, ou tu es brûlante comme le diable. Et il paraît que ça avait beaucoup de succès. De succès. Bon, là, c'est moins de la divination, mais en même temps, après tout, si on tire telle carte pour dire à telle dame, tu es ceci, tu es cela, bon. Et c'est ça qui est fou avec le tarot, c'est à la fois quand on l'étudie au niveau des symboles, on voit qu'on peut tirer des fils à l'infini et avec énormément de choses. Et en même temps, ce que tu me dis, c'est au niveau de l'usage, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire que ça peut avoir un usage divinatoire, un usage artistique. Avec ses poèmes, et comme toi aujourd'hui avec les contes par exemple. Et en fait, il n'y a pas de limite quoi. À la fois dans sa construction et à la fois dans l'usage, dans la relation au tarot qu'on peut avoir d'une manière vivante quoi. J'étais assez bluffée quand j'ai fait les recherches pour le deuxième livre, de voir déjà la richesse portée par chaque carte. Et je dis même que, bon, moi je ne croirais jamais que le tarot a été élaboré par des sages dans un temple il y a 3000 ans. Mais même si je considère que ce n'est qu'un jeu de cartes, et encore ce n'est que... Enfin, que si je considère que c'est un jeu de cartes, mais quelle richesse que ce jeu de cartes. Il porte en fait un ensemble d'allégories et de symboles qui étaient très répandus à l'époque où il est apparu, mais qui sont en fait d'une profondeur... incroyable et c'est passionnant du coup. C'est peut-être pour ça qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il nous parle toujours aujourd'hui. Quand on tire l'amour, l'amoureux, la mort, ce sont en fait les grandes allégories de la condition humaine. C'est ça. Si on parle de l'amoureux 2 minutes, mais j'en revenais pas quand je me suis dit ok, alors l'amoureux, oui, il hésite entre deux bonnes femmes. Je savais plus ou moins intuitivement, enfin je l'avais appris quelque part que c'est une représentation de la parabole de Prodigue, qui est un texte de l'Antiquité. Du coup, je me dis, je vais aller chercher ce texte. Et j'ai commencé après à lire, il y avait tout un tas de choses sur le fait de la droite, la gauche, le bien, le mal, et que ça devient à la fin cet amoureux, cette parabole, c'est pour dire quoi? C'est pas le fait d'hésiter entre une jolie donzelle fleurie ou une vieille morue, c'est le fait d'hésiter entre le vice et la vertu, entre la belle donzelle qui va dire viens avec moi, tu vas connaître une vie voluptueuse, tu vas jouir, ça va être merveilleux, et l'autre qui est là pour lui dire mais non, avec moi viens, tu connaîtras la gloire des héros parce que tu seras vertueux et fort. En fait, c'est le personnage d'Hercule qui est au centre dans ce texte allégorique, et il paraît qu'il y a eu plein de textes après avec les deux donzelles qui se disputent le personnage. Et ça va plus loin, du coup, ça ouvre pour l'amoureux la perspective que c'est une carte qui parle de notre condition humaine, du choix, car littéralement le choix entre le bien et le mal. Avec, en plus, ça je ne savais pas, mais où le mal est toujours à gauche et le bien est toujours à droite. Enfin, du coup, sur le personnage, enfin, nous on inverse, enfin, du coup, il est la morue, enfin, si je puis dire, enfin, je ne voudrais pas dire ça, mais le bien qui a l'air aride et peu enviable, c'est-à-dire un peu là, oui, la vieille avec sa couronne de laurier qui est à notre gauche, mais à la droite du jeune homme, et puis la belle jeune fille avec sa couronne de fleurs qui est à sa gauche, qui est à notre droite. Et c'est marrant parce que sur la carte, il regarde la vieille et puis ses mains vont vers la jeune. Et c'est là on voit que le tarot est très humoristique aussi. Oui. Il y a beaucoup de recul dans le tarot. Oui, là j'aime bien cette image parce que oui, et le tarot de Pierre Madenier, là, le plus ancien tarot de Marseille, type 2, c'est-à-dire qui ressemble à celui d'aujourd'hui. J'aime bien la tête qui tire, le jeune homme, il a un sourire qui a l'air, je trouve, un peu hypocrite, qui est là, oh là là, enfin bon... oui, bon, je sais, je dois choisir le bien, mais enfin... mais je suis quand même tentée. Voilà, c'est... Et du coup, est-ce que ça t'a changé, le fait d'écrire ce livre, ta propre relation aux différents arcanes? Est-ce que ça t'a fait redécouvrir des arcanes? Parce que quand on travaille avec le tarot, c'est vrai qu'on a toujours, je sais pas, un peu, pas les préférés, mais
On se sent plus attiré par certaines cartes, moins par d'autres, etc. Et est-ce que ça s'est modifié? Est-ce qu'il y en a que tu as redécouvert ou pas? Ou c'est resté la même chose? Ou pour toi, toutes les cartes finalement, et toutes les cartes sont intéressantes. Mais voilà, est-ce que ça a modifié ta relation à toi personnellement au tarot? Je sais pas, j'ai envie de dire oui et non, lol. Enfin, c'est-à-dire, en faisant le livre, là j'étais éblouie par tout ce que j'ai trouvé au fur et à mesure. Cette richesse dont on parle depuis tout à l'heure, là j'étais loin d'imaginer ça avant d'écrire ce livre. Je disais, ok, l'impératrice c'est la femme de l'empereur, ok, l'empereur c'est le représentant du pouvoir temporel, ok, l'amoureux il a du mal à choisir. Mais je ne pensais pas que j'ouvrirais toutes ces portes et j'étais à chaque fois vraiment éblouie par tout ce que je trouvais. Sans compter après, oui, les héros de la mythologie, des mythes, contes et légendes. Bon là on pourrait me dire que c'est pas forcément en lien scientifiquement avéré avec le tarot, le fait de parler de certains mythes et de certains contes, mais encore qu'il y a des cartes de tarot. La force, on voit clairement un Hercule sur le tarot Visconti. On voit clairement le soleil du tarot d'Estée, on voit Alexandre et Diogène. Enfin, il y a des cartes où on voit des beaux personnages en plus de la mythologie. Mais bref, j'ai été émerveillée par toutes ces découvertes. Et à côté de ça, pour mon goût personnel, pour certaines lames de tarot, j'ai toujours adoré la lune. J'aime toujours autant. Enfin, en plus, en découvrant cet univers magique, un peu ténébreux, j'adore ça. Tempérance, elle me gave toujours autant. Je sais pas pourquoi. Cet ange avec ses cruches, qui m'embête. Elle est plus difficile à incarner. Quand en plus j'ai voulu, comme j'ai eu à cœur pour chaque carte de parler de l'univers des mythes, contes et légendes pour chaque carte, donc pour le fou c'est facile, pour le diable, l'empereur, l'ermite, j'ai trouvé plein de choses, mais alors arrivé à Tempérance, va-t-on parler de mythologie ou de contes avec Tempérance? Donc j'ai développé un chapitre sur les vertus cardinales et aussi après pourquoi c'est un ange, etc. Enfin j'ai trouvé plein de choses, mais moi ça m'a moins touchée. Et il y a aussi le fait que pour les mythes, contes et légendes, dans les contes populaires, évidemment il n'y a pas de tempérance, mais par contre les contes qui parlent de ça, c'est quoi? Ça parle d'ivrognes qui à force de picoler et de bouffer rencontrent Satan et vont en enfer. Donc, sur le plan conté et mythique, c'est moins riche. Voilà, il y a des récits rigolos de mecs qui boivent trop et qui se retrouvent avec les démons. Donc c'est... Ouais, bon, genre, je me suis dit, qu'est-ce que je viens pouvoir mettre comme histoire avec ça? Et heureusement, j'ai été sauvée par un joli conte traditionnel qui est sans doute inspiré d'un conte indien qui s'intitule Les deux cruches et qui porte une parole de guérison, de réconfort et voilà. Et donc, je me disais, ça peut aller avec plutôt la notion contemporaine, ce qu'on fait porter à Tempérance aujourd'hui, dans les manuels plus contemporains, c'est-à-dire une carte de guérison, d'apaisement, etc. Bon, j'ai trouvé plutôt un conte en lien avec ça. Je me suis dit, je vais mettre celui-là parce que il y a aussi l'idée des vertus cardinales, justement, Tempérance est une vertu cardinale, avec cette idée chrétienne qu'il faut être parfait. Il faut être juste, il ne faut pas trop boire, pas trop manger, il faut faire son devoir, il faut être rigoureux, il faut... Et donc, c'est ça aussi qu'elle porte cette carte dans son sens historique. Et donc, j'ai préféré laisser un récit qui dit aussi que les deux cruches, c'est l'histoire d'un porteur d'eau avec une cruche à chaque extrémité d'un bâton qui porte sur son épaule. Il y a une cruche qui est contente, qui est parfaite, parce qu'elle ramène l'eau au château, l'eau pure de la source, elle est heureuse d'accomplir son devoir. Et de l'autre côté, il y a une pauvre petite cruche fêlée qui se désole et qui a honte, parce qu'à chaque fois, elle rapporte que la moitié de l'eau. Et puis un jour, elle en peut plus, elle dit au porteur d'eau, mais pourquoi tu me jettes pas à la poubelle? Je suis bonne à rien, je suis nulle, moi, avec cette fêlure, je laisse tomber la moitié de l'eau, tu fais plein d'efforts pour rien à cause de moi, mais jette-moi. Et puis le porteur d'eau lui dit, eh bien écoute, je t'invite la prochaine fois qu'on remontera le chemin vers le château à regarder par terre le bord de la route. Et quand il remonte, elle voit des tas de fleurs magnifiques. Puis arrivé au château, il dit au porteur d'eau, bah oui, alors, et après quoi? Puis il lui dit, mais tu vois, tu avais une fêlure et moi j'en ai tiré parti. J'ai planté des graines tout le long de la route et maintenant, grâce à toi, il y a des fleurs magnifiques que je vais cueillir pour garnir la table du châtelain. Et il lui dit, voilà, une fêlure, ça peut s'avérer être une grande qualité qui mène plus loin que la perfection. C'est très contemporain comme histoire. Oui. Une allégorie de la confiance.
J'adore cette histoire. Après, je pense que c'est tiré d'un conte indien assez ancien, mais je n'ai pas retrouvé la trace exacte. Mais c'est un peu... j'ai eu à cœur dans le livre de mettre plutôt des contes médiévaux occidentaux, mais là, bon, cette histoire un peu intemporelle qui n'a pas de pays, je trouvais qu'elle allait très bien là. Et d'ailleurs, l'idée de mettre des contes, la dimension du conte, pour toi, ça apporte quoi en plus? C'est quoi le sens qu'il y a derrière ça? Bon, déjà, très honnêtement, j'ai voulu en mettre pour me faire plaisir, parce que ça fait des années que j'adore raconter des histoires. J'ai vu aussi à quel point le conte peut être ouvrir une autre dimension, c'est-à-dire en le mettant en lien avec les cartes de tarot, j'ai vu à quel point ces cartes me devenaient encore plus vivantes. Si je me mets à parler d'une figure d'ermite qui a du mal à trouver la sagesse et qui va être tenté par Satan, ou qui va rencontrer un ange qui va lui dire ses 4 vérités, en vivant ce personnage, je trouvais cette carte tellement plus intense dans le ressenti, dans la contemplation de cette allégorie, dans la recherche historique sur ce personnage. Et je trouve en plus que certains contes anciens sont tellement riches qui vont enrichir en plus le sens de la carte et de ce que peut porter l'ermite comme allégorie de la sagesse, porteur de ce personnage qui va se dépouiller de tout pour trouver la vérité en lui-même. Et le comté, moi je trouve ça a ouvert des champs assez énormes, où par exemple l'arcane 13, la mort, j'ai trouvé un récit breton d'un homme qui va rendre visite à son meilleur ami et qui en fait va rencontrer l'Ankou, le terrible squelette à la faux qui était tellement vivant, si je puis dire, pour les Bretons au 19e siècle en tout cas. Et mais en comptant ce récit, mais je tremblais de partout. Et, ça incarne les choses, le fait de ça mettre incarne les choses. Et j'ai eu envie de partager ces magnifiques histoires parce que je me suis dit ça va rendre les cartes encore plus vivantes. Donc tant pis, oui, les historiens purs et durs vont dire oui, mais bon, si, il y a quand même un lien entre l'Ankou et le squelette à la faux, c'est un personnage similaire, et ça permet de voir comment il va prospérer et grandir dans certains folklores et dans certaines traditions. Ça peut montrer aussi que certains archétypes sur les cartes, même si archétype c'est anachronique, hein, c'est jungien comme concept, et donc au Moyen-Âge, archétype ça voulait rien dire. Mais bon, nous on en a fait des archétypes. J'ai voulu prendre ce recul-là et parler aussi d'archétypes et montrer qu'en fait certaines figures vont après prospérer dans cet univers justement de contes et de mythes, et de montrer à quel point c'est riche justement et que ça va bien ensemble. Et oui, c'est le concept qui est derrière qui traverse tous les âges, quoi. Si on ne veut pas dire archétype, il y a comme une idée, une tonalité qui fait que ça devient des personnages et qui peuvent traverser... En tout cas, qui traversent, notre civilisation depuis leur création jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je trouve ça quand même... C'est peut-être pour ça, oui, que le tarot est toujours vivant aujourd'hui, qui nous parle encore, malgré son âge antique, même s'il n'est pas si vieux qu'on l'a longtemps cru. Mais au niveau des symboles, il porte des symboles antiques. Certains, oui. Et ça, c'est pareil. En faisant l'histoire des cartes, j'étais très contente de retrouver l'origine de certains symboles, la balance, l'épée, d'où ça vient, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le chariot, la roue. Et ça m'a fait plaisir de replonger un peu dans cet univers symbolique, même si j'ai pas eu envie de faire comme un travail symbolique traditionnel, de dire voilà, l'épée, ça peut vouloir dire ça, 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 ça et ça. J'ai plutôt eu envie d'essayer de retrouver historiquement qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, c'est-à-dire pour l'épée, j'ai mis par exemple que si on la trouve avec l'allégorie de la justice, c'est parce elle symbolise la force politique de frapper, c'est-à-dire c'est le roi qui est justicier. Il est souvent associé à la justice et à l'épée, et il a le pouvoir de punir après avoir jugé. Et on l'associe souvent à des figures de gouvernants sages, le roi Salomon. Il y a des manuscrits où on voit le roi Salomon et l'épée de justice. Et donc ça ne m'étonne pas que la justice porte l'épée. Et donc voilà, je développe par exemple la symbolique de l'épée comme ça. Je prends mon pied à parler un peu du roi Arthur. Pourquoi c'est le roi qui a été élu qui va prendre l'épée? L'épée, c'est la main du roi, et c'est sa main de justice. Et c'est très en lien.
Donc voilà, je parle de choses comme ça. Donc il y a une étude symbolique du coup, mais je ne développe pas après. Il y a des dictionnaires des symboles pour ça qui ont été très bien écrits, donc je ne vais pas après faire des pages de symboles. Mais j'en parle. Je veux savoir d'où ça vient et pourquoi. Et pourquoi c'est ça sur la carte et pas autre chose. Oui, et c'est ça qui est intéressant, faire le lien entre histoire et symbole. Oui. C'est ce que tu fais un peu. Ouais, ouais. Il y a comme une jonction à trouver entre les deux. Mm. Et tu parlais tout à l'heure de l'ermite, et j'y reviens parce que à un moment tu parles d'un écrit qui a été fait, je sais plus, enfin toujours, je crois que c'est à l'époque médiévale, de quelqu'un qui explique un peu comment les cartes ont bougé au niveau des numéros, Oui. et notamment l'ermite qui est passé de la position, qui était à l'époque après la roue de fortune, Oui, c'est vrai, oui. qui est numéro 10 pour ceux qui connaissent pas, et aujourd'hui l'ermite est numéro 9, donc avant la roue de fortune. Oui. Et c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a eu d'autres cartes comme ça où ça a bougé. Et ça traduit finalement des visions du monde différentes, avec des sens différents. C'est... ce qui est vrai, c'est que, curieusement, ce qui a le plus bougé dans les... pour refaire un résumé rapide, en fait, c'est vrai que les historiens du tarot ont trouvé qu'il y avait 11 ordres d'atouts de tarot différents dans les documents, on a retrouvé dans les sources, parce qu'effectivement les anciennes cartes de tarot n'étaient pas numérotées. Et parmi ces ordres différents, ce sont les trois vertus, le justice, force, tempérance, qui bougent le plus. Donc après, comment résumer ça sans... Je pense pas que ça, comme c'était un peu à la même époque où il y avait des ordres différents, je pense pas que ça donne une vision du monde foncièrement différente, mais ça peut donner des choses, comment dirais-je, par exemple l'ermite, s'il est après la roue de la fortune, ça peut inviter effectivement à considérer cette impermanence des choses avec une certaine sagesse. Alors que s'il est avant, c'est difficile à dire, comment dirais-je, ça peut être aussi en tant qu'allégorie du temps, parce que à l'origine l'ermite, la carte de ce qu'on appelle l'ermite dans le tarot, c'était pas un ermite, c'était une allégorie du temps, avec le vieillard qui tient un sablier. Et donc, dans ces cas-là, il peut signifier, comme la roue de la fortune, deux figures qu'on devrait méditer et par lesquelles on ne devrait pas se laisser abuser. Le temps et fortune qui avec sa roue broie tout, le fait que celui qui se croit en haut va se retrouver en bas. Ça peut donner des significations différentes. Après, je me souviens plus très bien, parce qu'il y a des historiens qui en parlent très bien. J'en parle un peu dans mon nouveau livre, ça, de si certaines figures de vertus cardinales sont avant, il y a des développements là-dessus, avec l'idée que, par exemple, il y a l'amour, la gloire, et qu'il faut les considérer avec sagesse, avec recul. Le temps et la roue sont ensemble. Après, la mort et le pendu sont ensemble, et à chaque fois, il y a une vertu cardinale avant ou après pour dire attention, là, vous devriez être fort après, ou avant d'affronter la mort et la trahison, vous devriez être juste avant de considérer le temps et la roue qui passe et qui fauche tout. Vous devriez être tempérant avant de... Et c'est marrant parce que la tempérance, elle est en 14e position. Dans le tarot dit de Marseille, c'est pas évident ça. C'est peut-être pour ça qu'on en a fait un ange, au-delà de la mort, qui va être avec le diable pour s'arracher l'âme d'un mourant, comme il y avait beaucoup d'iconographie là-dessus. Mais bref, là je referme la parenthèse, mais voilà, ces images, ces cartes qui bougent, ça peut donner des choses comme ça. Après, j'ai du mal à détailler, je me souviens plus très bien des significations exactes. Non, ce que je trouvais intéressant, c'est comme la roue de fortune, c'est numéro 10, et donc elle a pratiquement au milieu des 22 arcanes. Et c'est vrai que du coup, ça change le sens, le fait qu'il y ait un ermite avant ou après. En fait, mais c'est rigolo de travailler avec les différentes interprétations qu'on peut y mettre. Et voilà, je trouvais ça intéressant de relever ça dans la structure même du tarot. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, il y a un sens global qui peut être retenu quand même, que les historiens ont trouvé et qui était déjà présent aussi dans deux textes du XVIe siècle qui sont les premiers de l'histoire à parler un peu des significations, des atouts du tarot, mais pris comme un peu une philosophie de la vie.
Et ce sont deux discours du XVIe siècle. Il y en a un qui est anonyme, l'autre qui est paru, j'ai oublié le nom de l'auteur, là, je suis désolée, et qui vont donner une signification globale déjà de bas vers le haut, c'est-à-dire au plus le tarot évolue jusqu'à 21, au plus on monte, avec l'idée aussi qu'il y a tout ce qui est sous la roue de la fortune, c'est tout ce qui est aux prises avec la puissance de fortune, c'est-à-dire les choses humaines, l'amour, la gloire. Moi, il me semble que le chariot et l'amoureux, c'est ça, c'est des allégories de l'amour et de la gloire, justement qu'on est invité à dépasser et on est invité à méditer sur des choses supérieures, justement le temps qui passe, la roue de fortune qui écrase tout, la mort qui va arriver, et après l'au-delà, le diable, et l'étoile, le soleil, la lune. Ça peut être vu comme des allégories après des choses célestes du paradis, ça j'en parle dans les chapitres sur ces cartes. Mais je vois un peu aujourd'hui le tarot qui pourrait être comme une vanité à méditer. Il y avait beaucoup de vanité à l'époque, enfin, c'est des représentations artistiques où on voit un crâne, un sablier, où il y a même des représentations. J'ai failli le mettre dans mon bouquin, mais j'avais pas les droits pour l'image, ça m'énerve. C'est une représentation avec des amoureux, un fou, avec l'idée, mais vous êtes fou d'être amoureux comme ça, crétin, et la mort qui arrive, et puis le vieillard, quoi. Et genre, de toute façon, le temps va tout emporter, vous allez mourir, arrêtez. Et il y a des allégories comme ça dans le tarot. Donc il y a peut-être cette idée de méditer sur les choses vraiment qui en vaillent la peine et de ne pas s'arrêter sur l'amour et la gloire qu'on désire tellement de tous nos os quand on est ici-bas, mais qui durent si peu de temps. En tout cas, c'est un chemin initiatique, c'est sûr. Chaque arcane, c'est comme une étape. Et c'est intéressant cette idée de les voir par couple, comme étape initiatique plus une vertu, comme tu disais tout à l'heure. Certains historiens ont développé cette idée-là et je la trouve très intéressante. Et en même temps, c'est cette idée de parcours initiatique, en effet, parce qu'il y a quand même un parcours qui va du plus bas de l'humanité jusqu'à la mort et au-delà, jusqu'au monde, le monde qui serait une représentation de l'univers créé quand même. Donc ça va vraiment du plus misérablement petit, le zéro, jusqu'à, je dirais pas l'univers infini, mais parce que l'univers n'était pas infini pour les gens de cette époque, mais en tout cas jusqu'au monde, l'univers créé. L'accomplissement. Pour eux, c'était peut-être... Enfin, je dis ça, pour eux, c'était peut-être pas ça, mais si, en fait. Si, parce que le monde, le plus ancien monde connu, c'est le tarot Visconti, et on voit un chevalier qui se promène dans un paysage prospère, avec des châteaux, avec un fleuve, avec une nature rayonnante et avec une femme par-dessus ce paysage qui a une couronne, si je ne me trompe pas, une trompette, et ça pourrait être une allégorie de la gloire ou de la renommée, et donc avec l'idée que oui, le monde c'est la prospérité, effectivement. Et là, ce serait plus une prospérité plus matérielle, du coup, dans le Visconti, par rapport au Marseille. Voilà, et plus symbolique. C'est intéressant parce que quand j'ai découvert le monde, j'ai découvert en faisant des recherches là-dessus qu'il y avait cette ambiguïté entre ce bas monde où on peut se souhaiter la vie la plus prospère et la plus délicieuse possible. Et je pense qu'il y a un peu ce pied de nez théologique avec le monde du tarot parce que... en fait, on en vient à glorifier à la fin ce bas monde et puis ces tentations qu'on n'arrête pas de décrier. Puis en fait, là, dans le tarot Visconti, ça peut être ça. Et en plus, dans le tarot dit de Marseille, alors là, quand j'ai découvert ça, mais je frétillais sur ma chaise parce que j'avais lu une thèse sur la fortune. Il y a quelqu'un qui a fait une super thèse sur fortune et ses représentations. Et en fait, j'avance, et puis je tombe de ma chaise, et à un moment, je vois une fortune, et c'est des nouvelles représentations qui ont commencé à apparaître au XVe siècle, si je ne me trompe pas. En fait, où on voit une femme nue sur un globe, et qui tient une voile. Et puis là, je dis, mais c'est pas vrai, dans le tarot parisien anonyme, c'est exactement ça qu'on voit. Et en fait, c'est l'idée d'une fortune, c'est l'idée en fait que le monde, c'est le royaume de fortune, c'est-à-dire cette femme capricieuse, ballottée par les vents, avec les vents qui soufflent, avec l'eau, avec cette instabilité.
Et ça devient après, dans le tarot dit de Marseille, toujours cette fortune. Et j'ai retrouvé des gravures, enfin les gens verront dans le livre, d'une femme nue, avec ce petit voile là qui flotte un peu, très fin, avec une baguette, elle tient une baguette. L'autre main sur le tarot, on voit jamais clairement si c'est une autre baguette ou si c'est peut-être une bourse. Sur certaines allégories, enfin certaines figures, ça peut être une bourse. Et ça peut être une allégorie justement de fortune en ce bas monde, mais qui nous comble de la fortune qu'on a pu saisir, de cette opportunité. Donc, en ce bas monde, on est bien. Et en même temps, en développant un peu, du coup, je me suis mise à lire aussi, il y a d'autres choses qui parlent de ça. Ça peut être aussi, paraît-il, il y avait parfois une confusion entre Fortune et Vénus. Et Vénus, avec cette idée pareille, qu'est-ce qu'on veut ici-bas, c'est le pognon et puis l'amour, en général, et les prouesses amoureuses. Donc ça peut être aussi une Vénus. Il y avait des confusions, des allégories de fortune vénusifiées, on va dire ça comme ça. Et en même temps, une Vénus vue sous un angle plutôt platonicien, où j'ai adoré découvrir qu'elle peut à ce moment-là être une allégorie qui est le reflet de la beauté céleste, de la vérité selon Platon, de la beauté de cet au-delà inaccessible aux hommes, de la véritable beauté, et donc entourée de la mandorle avec les 4 vivants du trône de Dieu. Ça pourrait donner une magnifique aussi allégorie métaphysique qui parle peut-être même de cette divinité, ou en même temps de cette créature. Enfin, si elle représentait notre monde, c'est-à-dire la création enrobée dans le Créateur, dans cette image de beauté de ce monde, cette beauté du monde qui reflèterait la beauté divine. Et là, ça donne une allégorie d'une puissance métaphysique, philosophique, faramineuse aussi. Et donc, j'ai aimé dans le monde du coup, j'ai fait un... Comment on appelle ça dans les séries télé là, j'ai dévoilé la fin. T'as spoilé. J'ai spoilé. Est-ce que du coup, j'arrêtais pas de dire, si vous voulez savoir le monde, eh ben voilà, j'ai trouvé, vous avez qu'à lire mon livre, là j'ai spolié pour toi Mais après, il y a tellement plus de détails dans le livre. Oui. Et c'est intéressant de voir, comment la fortune, c'est vraiment une trouvaille que tu as faite, je pense, par rapport à ça. Et c'est clair que dans le Marseille, c'est pas simplement le monde... ici-bas, l'accomplissement ici-bas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du métaphysique. Enfin, c'est toujours cette double vue du tarot. C'est ça, c'est une double vue. Qui est, et c'est là où je me dis à chaque fois dans tes livres, et je me dis, c'est bizarre, le tarot de Marseille, il est présent, mais il est un peu en sous-jacent par rapport aux autres tarots. Et je me dis, bon, je comprends parce que tu as trouvé tellement des belles images, des belles représentations de choses qu'on connaît moins. Mais c'est vrai que pour moi, le tarot de Marseille, il est tellement riche au niveau symbolique et il va plus loin, il est plus puissant, qu'à chaque fois je me dis, tiens, comment ça se fait qu'il n'y a pas trop le tarot de Marseille? Il est présent, mais pas autant que d'autres. Je pense que j'en parle autant... Pour les présentations de chapitres, à chaque fois tu as pris des images... Ah oui, là j'ai pris des images différentes. On connaît moins aussi, et qui sont esthétiques, qui sont très esthétiques. Disons que dans chaque chapitre je l'ai mis, mais je l'ai mis avec tous les autres tarots en fait, qui ont pu marquer l'histoire du tarot. C'est-à-dire, j'estime que c'est un tarot parmi d'autres. Oui, pour toi c'est ça, il n'y a pas de... Ok. J'apprécie cette œuvre, parce que ça fait des années que je tire les cartes avec le Marseille quand même, et j'ai déjà essayé de changer de tarot et j'ai du mal. Donc j'ai quand même un lien avec ce tarot-là. Mais je ne perds pas de vue que le tarot de Marseille, c'est quand même entre guillemets une invention de certains occultistes qui vont dire que c'est The Tarot, The unique tarot, The vrai, le seul qui... voilà. C'est quand même très récent, le tarot de Marseille. Il est apparu pour le plus ancien connu, donc pour l'instant on en est avec celui de Philippe Vachier, quel nom quand même, 1639, qui a été retrouvé dans une vente aux enchères. Donc c'est un tarot relativement récent. Donc je ne pense pas qu'il puisse porter une sagesse ancestrale plus qu'un autre. Donc c'est l'aboutissement de toute une chaîne d'allégories, de symboles qui ont évolué avec le temps. Donc moi j'ai voulu un peu remettre tout ça, pour que justement les gens se fassent une idée de toute cette richesse sous-jacente,
qui part avec les tarots italiens, et avant ça, même avec toutes ces allégories qu'on trouve sur d'autres œuvres d'art, jusqu'au tarot de Marseille, d'ailleurs, que je présente quand même comme un aboutissement, même si c'est une idée fausse, parce que, après, je parle un peu parfois du tarot de Rider et du tarot d'Oswald Wirth aussi. Mais cette idée que le tarot de Marseille est si important, c'est très franco-français, c'est très occultiste français, on doit beaucoup à Paul Marteau qui a recréé ce tarot en 1930 à partir d'un tarot de Camoin et puis d'un tarot de Le Quart. Et on en a fait notre maître étalon, mais je pense qu'il serait temps d'aller plus loin. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont créé beaucoup de tarots ces derniers temps. Alors là, je crois que je vais passer pour une blasphématrice. Et je trouve que certains tarots qui sont créés aujourd'hui peuvent être aussi valables que, pourquoi pas, le tarot de Marseille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Non, mais là, je te rejoins. Moi aussi, j'utilise le tarot de Marseille, mais j'ai essayé avec d'autres tarots, et même des tarots qui sont pas forcément utilisés pour ça officiellement, genre le Mantegna, tu vois. Oui. Et ça marche très bien, les tirages. Les tirages marchent. Oui. Pour moi, ça marche super bien. Par contre, quand même, tu vois, quand on regarde la carte du monde, justement, on parlait juste avant, où tu me décris un petit peu le Visconti, qui est plus sur une dimension terrestre, alors que le Marseille, il répond à la fois en métaphysique et en terrestre. Oui. Et là, tu vois, c'est là où je vois qu'il y a une dimension beaucoup plus large, en fait, une panoplie. Et c'est au niveau symbolique. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a eu tellement de succès. C'est pas seulement... C'est qu'il y a vraiment, dans son essence, quelque chose de très puissant, en fait. Ça veut pas dire que c'est le seul et que voilà. Mais au niveau des symboles, pour moi, c'est vrai que c'est le plus intéressant. Après, au niveau esthétique, on peut préférer les tarots italiens parce qu'ils sont très beaux, etc. Mais ils sont pas qu'esthétiques, quand même, je pense. Pas que, mais au niveau de la richesse symbolique, tu vois, rien que sur cet exemple, pour moi, le Marseille, il reste plus riche. Mais c'est peut-être mon prisme franco-français, tu vois. C'est vrai que c'est pas mon opinion, mais je pense qu'ils ont tous leur richesse. Et ils ont tous leur richesse. Mais pour aller en profondeur, tu vois, juste sur cet exemple du monde qui clôt un peu les 22 arcanes, c'est vrai qu'avec le tétramorphe et tout ça dans le tarot de Marseille, il y a un monde en plus, en fait, c'est le cas de le dire. C'est vrai que cette figure-là, elle invite à penser que le tarot de Marseille serait vraiment intéressant pour ça, oui. Là, il y a une ambiguïté, effectivement, entre ce bas monde et le concept de beauté néoplatonicien. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains théoriciens pensent que ça vient des néoplatoniciens. La jeune fille dont j'ai lu la thèse sur Fortune développe très bien en détail quelle est l'origine un peu de cette figure, par exemple. Et elle dit que ça vient de ce cabinet où il y avait Marcille Fissin, etc., qui a créé cette figure allégorique, cette académie néoplatonicienne. Mais par contre, il n'y a pas la moindre trace que ce Marcille Fissin ait inventé un quelconque tarot de Marseille. Il ne l'a pas écrit il n'y a pas d'archives qui parlent de ça. Donc en fait, il faut éviter les raccourcissements, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'une figure provient de cette académie que cette académie a créé le tarot de Marseille. Il faut faire attention à ça, en fait. Voilà, j'invite à la prudence. Et c'est dommage parce que c'est pas parce que des liens existent qu'il faut tout généraliser et dire que voilà, le tarot vient de là. Parce que le tarot de Marseille, on l'aime tellement qu'on a envie d'en faire vraiment... on a envie que son inventeur soit extraordinaire. Son inventeur, on le connaît toujours pas. Mais tu sais qu'on ne connaît pas non plus l'inventeur du Yeking, de certains textes de la Kabbale, etc. Et dans tous ces textes très puissants, il y a toujours une espèce de mystère sur l'origine. On n'a pas vraiment... personne ne peut dire avec sûreté d'où ça vient, quoi. Exactement, et alors, c'est pas grave. Exactement, mais c'est intéressant de le chercher parce que tu as fait un livre dessus sur l'origine. Après, je me souviens que j'avais, quand il y a eu la grande exposition au musée français de la carte à jouer sur les tarots enluminés italiens de la Renaissance, où je suis allée la voir 4, 5, 6 fois, et il y avait une journée de colloque avec les plus grands historiens mondiaux sur le tarot et puis l'histoire de l'art, des spécialistes de cette époque. Donc haletante de désir d'en savoir plus, j'avais questionné Thierry de Poli un peu avec des yeux de fan qui va voir Johnny Hallyday un peu, quoi. Et puis j'avais demandé, vous croyez qu'on va le retrouver un jour, l'auteur du tarot? Ah, dites-moi, vous croyez que c'est possible? Bon, je parlais pas comme ça, mais j'avais peut-être ça en moi quand même.
Et puis il avait répondu oui, c'est probable qu'on le retrouve. Parce qu'on on a retrouvé un manuscrit déjà datant de 1416 d'un auteur d'un jeu de cartes. Le manuscrit s'appelle Le traité de la déification des 16 héros. Et il décrit le jeu de cartes qu'il a fait pour son duc bien-aimé, où il décrit pourquoi il a fait ce jeu, comment et à quoi il sert, quoi. Donc en plus un jeu où il décrit pour exciter le duc à la vertu. Exciter à la vertu, il faut le faire, j'adore le... Il faudrait que ce soit pas excitant la vertu, donc, enfin parfois. Mais, et bref, et du coup Thierry de Poly disait il est possible qu'on trouve un autre manuscrit avec ce même genre de personnage qui va expliquer pourquoi il a créé ce jeu des triomphes pour son duc bien-aimé ou son prince bien-aimé et pourquoi il l'a fait. Mon Dieu, si on pouvait retrouver un jour ce texte, mais je ne demande que ça, quoi. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement... Je pense qu'il y avait une idée peut-être similaire, en tout cas, à la fois de jouer avec quelque chose et en même temps avec des figures qui peuvent porter à une certaine, j'ai envie de dire, contemplation vertueuse. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a dans le tarot une idée d'ascension, et une idée qu'il y a quand même des figures terribles, la mort, la fortune, le pendu ou le diable. C'est des trucs vraiment très, à l'époque, considérés comme négatifs, mais terribles en fait. C'est les trucs les plus terribles qui pouvaient arriver aux gens. De rencontrer la mort et puis ou d'être écrasé par fortune ou de se retrouver en enfer. La maison Dieu, à l'origine, c'était la maison de Pluton, c'était la maison du diable, c'était sûrement une représentation de l'enfer, de punition divine en tout cas. Enfin, le tarot ne se voile pas la face sur les épreuves. Ben voilà, et sur comment on appelle ça, la méditation sur les fins dernières, c'est très chrétien comme idée, mais il y a sans doute de ça. Et donc, mais c'est vrai qu'il est culotté, ce jeu, de représenter des choses aussi terrifiantes. Et le tarot est subversif. En tout cas, il y a l'idée de se prendre dans la tronche les choses de la vie et dire Coco, tu joues aux cartes, tu peux gagner de l'argent ou séduire les dames en écrivant des poèmes, mais n'oublie pas, hein. Et puis hop, le squelette sort, et t'es là comme un con. Oui, oui, je sais, et on va mourir un jour. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Totalement. Et Isabelle, on arrive bientôt à la fin de l'entretien, est-ce que tu pourrais nous lire un des contes que tu as choisi pour représenter une des cartes? Je vais choisir celui que tu veux, si tu es d'accord. Oh, lequel je pourrais donner? J'aurais presque envie de tirer une carte pour le savoir, mais en même temps, bon, certains contes sont plus longs, donc ça risque d'être un peu long, mais... j'ai envie de... J'ai envie peut-être de lire le conte qui est en lien avec la papesse. Je l'aime beaucoup. Je trouve que... je l'ai mis parce que la papesse, c'est un peu une figure, enfin dans une interprétation plus contemporaine, qui va introduire une dualité. Et cette histoire, je trouve, parle bien de cette dualité et de ce personnage qui va nous dire peut-être de dépasser les choses. Mais du coup, oui, je crois que j'ai envie de dire celui-là. Ok. Et donc c'est l'histoire d'un roi, vu qu'on parlait de ce monde un peu si prospère, si beau, comme je décrivais le tarot Visconti. Là, c'est l'histoire d'un roi qui vit dans un royaume prospère. Et il est parfaitement heureux avec son épouse, qui est belle, tendre et douce. Ils s'aiment d'un amour parfait. Et comme ce roi n'est pas égoïste, il a ordonné par décret que tout le monde soit heureux dans le royaume. Alors est-ce que le bonheur peut se vivre sur ordonnance? Ça, c'est difficile à dire. L'histoire ne le dit pas, mais par contre, ce que l'histoire dit, c'est qu'il ne dure pas. Et un jour, la reine meurt d'un accident de cheval. À partir de là, le roi est comme fou, désolé, il se met à errer dans les couloirs du château en criant « Maintenant, j'ai la mort au cœur !» Et puis, des sages, des médecins, des philosophes viennent de tout le royaume pour essayer de le consoler, lui débitent des philosophies en caressant leur barbe, et rien n'y fait. Et un jour, le roi convoque son conseil. Il est assis sur sa chaise, maigre, affaibli, les yeux rouges d'avoir tant pleuré.
Et il dit au conseiller je veux qu'on aille quérir la sorcière. Et tout de suite, les conseillers sont sire, la vieille Mathilde, mais vous n'y pensez pas, la vieille qui vit dans la forêt là-bas. Et il y en a un qui ajoute mais on prétend qu'elle a délivré certaines pécheresses de leurs fruits non désirés, c'est une ignominie. Il y en a un autre qui ajoute que mais elle a percé les artifices de la nature, mais aussi ceux du diable. C'est une sorcière, elle blasphème, sire, vous n'y pensez pas. Mais le roi insiste. Alors, un matin, la vieille Mathilde, dans la forêt, voit à sa porte 2 hommes armés de pied en cap. Mais elle ronchonne derrière sa porte. « Je reviendrai quand le moment sera venu. Allez-vous-en !» Et le roi est bien forcé d'attendre. Et 21 jours plus tard, elle se présente enfin au château, dans la salle du trône. Elle s'incline devant le roi. « Mes excuses, sire, j'ai dû laisser passer 21 jours pour laisser agir la nature. Et maintenant je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et le roi la regarde. « Ah, la vieille, on dit que tes pouvoirs sont immenses. Je t'en supplie, je te prie de ressusciter la reine. » Ah, ressusciter la reine. Eh bien, soit. Mais pour cela, il me faudra quelque chose. Demande, la vieille, demande, il n'est rien que mon royaume puisse donner. Eh bien, je voudrais un papier sur lequel serait écrit le nom de 3 personnes qui, dans ce royaume, n'aient jamais eu un chagrin. Il faudra ensuite graver les 3 noms sur le tombeau de la reine et foi de Mathilde. Je vous promets qu'elle ressuscitera. Alors très vite le roi envoie des messagers, des cavaliers dans tout le royaume pour enquêter, chercher, demander. Et petit à petit ils reviennent et il doit bien se rendre compte qu'il ne trouve personne à inscrire sur le papier. Alors la vieille dame revient, s'incline devant le roi. « Eh bien, mon roi, vous voyez comment sont les choses. C'est là l'humaine condition. Tu ne peux pas avoir de joie sans avoir de chagrin. Tu n'auras jamais l'un sans l'autre. Et l'accepter, c'est là le secret du bonheur véritable. » C'est très joli. Toujours avec un message de sagesse. J'aime beaucoup cette histoire. J'avoue très modestement qu'en fait c'est un conte que j'avais trouvé qui existe, un conte ancien, mais j'ai changé le personnage principal. C'était un ermite en fait qui donnait cette leçon au roi et pas à une sorcière. Mais comme à côté de ça j'avais un beau récit avec une guérisseuse qui venait guérir un tyran qui souhaitait à tout prix guérir, puis bon elle arrivait à trouver quelque chose, mais là j'avais pas envie pour la papesse de transmettre une histoire sordide de sorcière. J'en ai lu pas mal où on voit vraiment des personnages inintéressants qui s'enduisent le corps de graisse, qui chevauchent des balais, qui tuent des porcs, qui font du mal aux petites filles. Enfin, j'avais pas envie de ça. Et du coup, voilà, j'ai un peu remis en forme un récit avec le personnage de guérisseuse que j'aime bien. Et puis tant pis, là, si je désosse un peu un récit ou deux. Mais n'ayez crainte, la plupart dans le livre sont des récits intacts que j'ai été chercher parfois dans des livres de contes médiévaux. Mais pour la papesse, c'était difficile. Pour certaines cartes, ça a été difficile de trouver des récits intéressants et en même temps... parce que voilà, ils sont rares. Pour le pendu, par exemple, heureusement, j'ai trouvé The Histoire. Je n'ai trouvé qu'une seule histoire d'un pauvre homme pendu, la tête en bas avec un pied. Mais j'en ai trouvé une.
Oui, d'ailleurs, je me souviens de cette histoire. Je crois qu'elle vient d'un conte chinois, non? Oui, voilà. Ouais, elle est très intéressante aussi. Elle est très belle aussi, je trouve. En tout cas, là, tu réhabilites la figure de la 10 sorcière, on va dire. Oui, j'ai eu envie de faire ça. Et je questionne un peu, quand je parle un peu des mythes, contes et légendes pour certaines figures, justement, j'invite au questionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer un peu la figure de la sorcière, de la guérisseuse aujourd'hui? Après, j'évoque des récits anciens. Là, je parlais un peu de Baba Yaga aussi, de Vassili Salabel, c'est un conte russe. Je vais le compter sur ma chaîne YouTube parce que il y a des récits que j'évoque dans le livre que du coup je n'ai pas pu compter en vidéo. J'ai pas pu mettre en vidéo tout ce que je raconte, enfin tous les récits que j'évoque, mais petit à petit j'ai envie de les compter et de les mettre en complément sur ma chaîne YouTube. Et si par exemple je parle de Baba Yaga, eh ben, je raconterai une histoire de Baba Yaga. Et là, j'ai eu envie d'en parler de celle-là parce que j'ai bien aimé ce conte russe où là, elle va aider l'héroïne, même si c'est une sorcière un peu, entre guillemets, encore cruelle, mais qui représente les forces primitives de la nature. Elle va aider l'héroïne à s'en sortir, même en étant dure. Et je trouvais que déjà, c'était une figure de sorcière plus intéressante. Mais bon, celui-là, je le compterai bientôt quand je développerai cette chaîne et je mettrai tous les récits qu'il y a dans mon livre que j'ai pas pu compter dans les 22 vidéos. C'est déjà beaucoup là, mais je les mettrai en plus. On mettra le lien de ta chaîne en description pour que les auditeurs puissent aller voir tout ce que tu as posté et voir un peu ton univers par rapport au conte. Et ce sera un bon complément du livre. Merci. Et pour terminer l'entretien, j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de livres qui sortent sur le tarot, que ce soit au niveau psychologique, historique, ésotérique. Et comme on disait tout à l'heure, finalement, c'est à l'infini. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais un peu la recherche sur le tarot, même si voilà, il y a des choses qui se répètent, mais il y a toujours moyen de trouver des nouveaux angles. Et qu'est-ce que ça dit pour toi? Est-ce que tu as l'impression qu'on est dans un âge d'or du tarot ou pas? Et est-ce que pour toi, ça dit quelque chose, je sais pas, de notre société actuelle ou simplement de l'évolution du tarot? Je pense que ça parle bien de notre société actuelle. C'est-à-dire, effectivement, en étant à la Bibliothèque nationale, du coup, je m'étais amusée à regarder les bouquins indexés sous le mot tarot divination dans notre catalogue général. Et ce qui est dingue, c'est que par exemple, avant 1980, il y a dû avoir 17 livres indexés sous ce mot-là. Avant l'an 2000, on a à peu près 300 bouquins, et après l'an 2000, plus de 500 bouquins. Donc ça explose. Et j'avais noté que pour juste 2024-2025, qui est même pas encore fini, il y a 78 titres parus qu'on a reçus au dépôt légal. Donc c'est pour dire que oui, ça explose. Et je pense que oui, c'est en lien avec notre société, dans le sens où, d'une part, on n'a jamais fait autant de choses que maintenant, même si on dit qu'en ce moment c'est dur, que les choses vont mal ou qu'il y a une perte de sens. Oui, mais d'un autre côté, d'une part, on est libre de créer tous les jeux de cartes, les tarots qu'on veut, alors qu'autrefois, on n'avait pas le droit de publier un jeu de cartes avant 1945, c'était interdit, il fallait juste avoir l'habilitation de l'État donc il n'y avait plus que 1 ou 2 artisans cartiers, dont Grimaud, qui publiaient des jeux de cartes. Aujourd'hui, tout le monde peut faire des tarots, librement. Il y a l'idée que, aujourd'hui, moi il me semble, que beaucoup plus qu'à l'époque de nos mères et de nos grands-mères, on peut faire du développement personnel, du yoga, du tai chi, du chamanisme, toutes ces choses. Donc il y a une libéralisation de ces pratiques, pour le meilleur ou pour le pire parfois. Et c'est en lien du coup avec cette explosion de bouquins de tarot, parce que je voyais dans les titres que je pouvais un peu lire, il y avait faire du management avec le tarot, faire de la méditation avec le tarot, faire du tai chi avec le tarot. Je vais faire du tai chi avec le tarot, ok, pourquoi pas. Donc c'est en lien, je pense, avec cette multiplication, cette ouverture des activités type ésotérique. Ça peut aller aussi en lien avec une perte de sens, dans le sens en plus où la société à l'époque de nos mères et de nos grands-mères, à l'époque où existait le seul tarot de Marseille de Paul Marteau, c'était quand même une société chrétienne. On allait encore à l'église, c'était encore un peu formaté, un peu plus difficile de sortir de certains carcans. Le tarot restait le jeu pour les tirages de cartes pour prédire l'avenir, et puis à côté de ça, de certains écrits occultistes comme Papus ou Eliphas Lévy, des livres qui se vendaient bien au XXe siècle, mais
mais il y avait très peu de livres. Donc aujourd'hui, oui, je pense, voilà, c'est en lien, cette explosion de livres de tarot, en lien avec notre société, notre civilisation. En plus, les sites web, les réseaux sociaux, beaucoup de gens, de plus en plus, parlent du tarot, vont donner leur point de vue, etc. Donc je trouve que c'est à la fois très positif, ça ouvre tout, et après, ça peut devenir très négatif dans le sens où, après, n'importe qui peut dire, enfin ça, c'est notre société comme ça, n'importe qui peut dire n'importe quoi, et on peut se contenter de discours parfois. J'entendais récemment une femme qui était invitée sur une chaîne YouTube assez connue quand même, qui pratique le tarot depuis 30 ans et qui prétendait que les cartes de tarot, on en avait retrouvé dans les grottes préhistoriques, des figures de tarot dans les grottes préhistoriques. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est l'historienne. C'est tellement grossier, ça. Enfin, bon, non, mais c'est sûr qu'il y a toujours des dérives. Après, ça c'est oui. Sur le tarot comme ailleurs. Oui. Mais c'est vrai qu'on sent que le tarot, c'était peut-être à la marge avant, quelque chose de marginal, et que maintenant, ça devient de plus en plus... ça devient un centre, quelque part, un centre au sens, comme tu dis, toutes les pratiques qui vont vers l'évolution de soi, développement personnel, j'aime moins ce mot, mais c'est un peu ça aujourd'hui. Oui. Et c'est ça où, finalement, ça redore le blason du tarot aussi. Et ça le rend accessible à plus de monde. Ça le rend accessible à plus de monde. De là à redorer le blason, c'est un peu ambigu, je trouve, parce qu'il reste quand même toute une partie de la population qui va dire que c'est des conneries, que c'est parce qu'on est quand même dans une société assez rationnelle encore, hein, la société française, dans son discours officiel académique, c'est quand même un monde qui est resté, moi je trouve, hein, un peu matérialiste, c'est-à-dire tirer les cartes, c'est de la superstition. Croire en Dieu, d'accord, mais faites-le chez vous. Quand on s'affiche comme croyant ou occultiste, on passe en général encore assez souvent, il me semble, pour un con. Mais bon, c'est peut-être mon avis qui est un peu... voilà. Non, c'est vrai, au niveau officiel, c'est vrai qu'il y a un discours comme ça, mais après, quand on fait des tirages de cartes, on se rend bien compte que là, il y a toutes les strates de la société. Oui, et beaucoup de personnes qui pourraient paraître dans la catégorie dite... rationnel, et encore il faut voir ce qu'on met derrière, parce qu'on peut très bien être proche d'objets comme le tarot et être rationnel. C'est ça tout le dilemme qui a été créé en fait pour créer des divisions, et en fait on se rend compte qu'il y a toute une population qui ne va pas le dire mais qui s'y intéresse. Il y a ça aussi, et il y a aussi le fait peut-être que les discours sur le tarot peuvent devenir un peu plus, je dirais... pas intéressant, je dirais pas jusque-là, mais Eliphas Lévy c'était intéressant, mais justement peut-être qu'on va s'accorder moins à la liberté de dire des bêtises, puisque après moi je pense à Paul Christian, qui est un occultiste fameux du 19e siècle, qui a laissé un récit sur les arcanes du tarot. C'est le premier qui a inventé le mot arcane, mais quand je lisais ce récit, je me suis dit mais c'est pas vrai, quoi, on se croirait dans Indiana Jones, enfin où l'initié va dans un souterrain découvrir ses arcanes et puis va vivre des épreuves terribles avec des personnages qui vont les représenter, les arcanes, mais je me disais c'est pas vrai, enfin donc comment voulez-vous après qu'on prenne le tarot au sérieux s'il y a des gens qui écrivent parfois des carabistouilles, enfin il y a parfois un manque d'exigence dans les récits qu'on se fait sur ce jeu, et c'est dommage. Donc effectivement, après, on ne pourra pas le prendre au sérieux. Mais là, je pense, oui, les choses évoluent un peu. Petit à petit, il y a déjà, oui, une culture sur le tarot qui se développe. Il y a une autre façon de le considérer qui se développe et qui peut, du coup, le rendre plus accessible, plus intéressant. Et j'espère que ça le sortira de sa sphère occultiste, la sphère des diseuses de cartes qui disent n'importe quoi, ou... J'ai envie, et j'ai envie aussi, enfin, bon, ça c'est mon envie à moi, mais que notre société aussi s'ouvre un peu et soit moins bornée dans un matérialisme figé qui date de quand des débuts de l'ère industrielle, voilà, de s'ouvrir à ces pratiques, même aux médecines douces et tout ça, ça commence à venir, hein, là j'ouvre à d'autres sujets, mais l'hypnose ou l'acupuncture ou quoi, qui commence à entrer peut-être doucement dans les hôpitaux, parce que on constate que ce sont quand même des pratiques qui sont puissantes, qui ont beaucoup d'expérience derrière, où il y a beaucoup de travail derrière. Et je pense qu'il y aurait tout un travail à faire sur même les pratiques divinatoires,
Moi, je me demande tout le temps, et c'est pas du n'importe quoi. Je me dis, quelle puissance je mets en mouvement quand je tire une carte après avoir posé une question. Est-ce que c'est mon inconscient qui me répond? Est-ce que c'est le hasard qui répond? Est-ce que c'est un esprit qui va guider ma main? Est-ce que c'est l'énergie de la carte qui va attirer mon énergie à moi? Enfin, il y a plein de choses. Et je trouve d'ailleurs de répondre que c'est le hasard qui répond, quelque part, c'est de la paresse intellectuelle. On va mettre le mot hasard parce qu'on n'a pas envie de trouver d'autres explications, alors qu'on est un peu dans un monde aussi qui s'ouvre aujourd'hui à ce qu'on va appeler la physique quantique et toutes ces sortes de choses, où on s'aperçoit que l'univers est tellement plus mystérieux qu'on ne croit, et même les plus grands savants commencent à le dire. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser, à chercher là-dedans. Qu'est-ce qui fait que par synchronicité, on va trouver une carte qui va répondre à notre question? Je pense que c'est pas seulement un biais cognitif, comme certains disent que forcément la carte va nous parler parce qu'on trouvera toujours quelque chose dedans qui nous parlera. Je pense que ça va plus loin que ça. Moi j'ai fait des tirages parfois qui étaient bluffants. Moi aussi. Et d'ailleurs, c'est peut-être toutes ces réalités à la fois qui coexistent à des degrés différents. En plus, c'est les nouveaux, un peu les nouveaux schèmes, je crois qu'on dit ça, de la métaphysique, c'est-à-dire des tas de choses coexistent sur des plans différents, mais en même temps. Et d'ailleurs, il paraît que ça peut donner, j'adore ces théories, celui qui croit que le tarot, que tout ça n'existe pas, ne vivra jamais une expérience où ça existera. Celui qui est vraiment persuadé de ça, et celui qui y croit va vivre des choses extraordinaires. Alors qu'est-ce qui existe ou pas alors avec l'idée que c'est celui qui va vivre l'expérience, qui va mettre l'expérience en mouvement. Ouais. C'est là qu'on voit que le tarot, en tirant les fils, ça amène à des réflexions, comme je disais tout à l'heure, qui traversent notre humanité. Et c'est pour ça qu'il est si moderne, finalement, dans son acception générale. Merci beaucoup, Isabelle. Je rappelle ton livre, donc on peut le trouver partout. Et il s'appelle Les Histoires du Tarot. C'est un très beau livre, très esthétique, avec beaucoup d'images, de représentations. Et je pense que ça peut intéresser autant ceux qui sont très connaisseurs du tarot que ceux qui découvrent et qui voudraient en savoir plus. Oui, et je dirais même que ça peut intéresser des gens qui ne s'intéressent pas forcément au tarot ou au tirage de cartes, parce que chaque chapitre, c'est vraiment un résumé parfois de notre culture occidentale, quand je parle de la mort, je parle de la mort, de ses représentations, comment la considérer autrefois, comment ça a évolué, comment elle est dans les mythes, les contes et le folklore. Donc ça peut aussi intéresser des gens qui s'intéressent à notre culture, en fait, à notre histoire. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet entretien, c'était passionnant. Merci à tous, et puis rendez-vous pour un prochain échange. À bientôt.